C'est impressionnant. Putain, la vache. Depuis qu'on a commencé notre mandat, il y a 2 ans, on n'avait pas vu autant de monde d'une seule fois. Ouais. Et en plus, sans masque. On les a beaucoup vus en visioconférence, mais c'est la première fois qu'on vous voit physiquement présent. Ça nous touche. Ouais, merci. Écoutez, d'abord, merci à toutes et tous d'être présents ce soir. Pour nous, c'est un moment important dans la vie de l'association Réseau Entreprendre, puisque effectivement, au-delà de notre mission que je vais vous redévelopper dans quelques instants, il y a aussi ces moments de convivialité, de partage, et puis aussi de prendre de la hauteur. Et je pense que le contexte que nous vivons tous est un moment important où c'est bien aussi de savoir prendre de la hauteur. Donc, je pense que la conjonction des planètes sont plutôt bien alignées et on va pouvoir s'évader pendant quelques temps, ou en tout cas se regarder, nous regarder et effectivement voir un petit peu comment tout ça peut évoluer demain. Vous êtes membre, vous êtes lauréat, mais vous êtes aussi des invités et ça nous fait le plus grand plaisir parce qu'on est quand même dans une soirée très intéressée. On a besoin de vous, on vous recrute. Pourquoi ? Parce que Réseau Entreprendre, c'est une association de bénévoles qui a démarré il y a maintenant plus de 35 ans dans le Nord, avec un certain André Mullier qui avait décidé sur son territoire, et plus exactement suite à la fermeture d'une partie de ses activités de fil d'art, qu'il ne pouvait pas laisser ses ex-salariés sans emploi. Et il est parti d'un schéma tout simple, c'est que pour avoir de l'emploi, il faut des employeurs. Et donc il est parti avec cette maxime pour créer une association, Réseau Entreprendre, dans le Nord, où il a demandé à des chefs d'entreprise bénévoles de venir s'investir pour accompagner des futurs chefs d'entreprise, créateurs, repreneurs, et puis aujourd'hui même dans des périodes de croissance où des entrepreneurs souhaitent accélérer leurs projets. Et puis le réseau a grandi. Et la Haute-Savoie a vu son association arriver il y a maintenant presque 17 ans. On a voulu fêter nos 15 ans, puis on n'a pas pu. On n'a pas pu. On était confinés. Et voilà, on a bientôt 17 ans, plus de 180 membres dans cette association, chefs d'entreprise, bénévoles, plus de 20 entrepreneurs, créateurs, repreneurs, qui ont décidé de confier leurs projets à l'association. Nous avons effectivement la joie de connaître une période plutôt dynamique. Comme souvent dans des périodes un petit peu de trouble, effectivement, je pense qu'on se pose des questions sur son avenir. Et on accueille avec grand plaisir tous ces porteurs de projets. L'association a 4 piliers essentiels qui sont pour nous le pilier humain. Effectivement, on accompagne l'homme, la femme, chef d'entreprise, avant d'accompagner l'entreprise. Donc effectivement, ce qui nous intéresse quand on accueille un porteur de projet, c'est de voir sa capacité à pouvoir effectivement entendre, écouter et peut-être remettre à sa sauce ce qu'on va lui dire. La deuxième des valeurs de notre réseau, c'est la gratuité. J'ai tendance à dire que nous sommes souvent des chefs d'entreprise un peu fous parce que on vient, on adhère, on paye une cotisation, on donne du temps. Et en plus, ça nous renvoie des choses extrêmement fortes. Donc voilà, cette gratuité, elle est aussi essentielle dans notre association. La réciprocité, je ne suis pas président par hasard, c'est-à-dire qu'à un moment, j'ai été lauréat. Le réseau m'a apporté énormément de choses, énormément de soutien. Il y a eu des périodes plus compliquées, le réseau a toujours été là. Il me paraissait évident qu'à un moment, il fallait que je m'investisse aussi à mon tour. Et c'est ce que j'ai fait. Voilà, je suis devenu membre. On m'a fait comprendre qu'il fallait rentrer au conseil d'administration. Puis à un moment, on m'a fait comprendre que ce serait bien qu'un lauréat devienne le président de l'association. Pistolet sur la tempe. Voilà. Bon, c'est avec grand plaisir que je prends cette mission. Et puis je ne suis pas tout seul parce que j'ai pris un vice avec moi. Et ce vice est un pilier. Je sais qu'il y en a. La quatrième valeur, effectivement, après l'humain, la gratuité, la réciprocité, c'est effectivement, ça y est, j'ai un trou tout d'un coup au moment de la... Les méthodes d'entreprise. Voilà, les méthodes d'entreprise. Tout d'un coup, j'étais parti sur un autre élément. Tu sais qu'il y en a d'autres depuis Strasbourg, oui. on a 2 autres valeurs. Tout à fait.
Et c'est pour ça que je pensais à la suivante. Les méthodes d'entreprise, pourquoi ? Parce qu'on est des chefs d'entreprise qui accompagnons des chefs d'entreprise. Donc effectivement, on va, avec notre expérience, notre expertise, nos méthodes, aller échanger avec nos lauréats. Nous avons depuis 2 autres valeurs. Voilà, la bienveillance, Voilà. qui, je pense, est alors souvent un peu galvaudée, mais qui, dans un contexte entrepreneurial, est important. Et la dernière, La solidarité. voilà, chose aussi très importante dans les jours que nous vivons. Rapidement, et pour terminer sur l'association, 4 moments importants. On fait des diagnostics de chefs d'entreprise, donc on reçoit les porteurs de projets, on valide qu'effectivement ils sont en capacité de pouvoir présenter leur projet devant un jury. Ce jury est composé d'une douzaine de chefs d'entreprise membres de l'association. Le candidat pitch, il y a après un échange, des questions, on vote et à l'unanimité, il devient lauréat. Le 3e élément extrêmement important et qui, je pense, fait la singularité de notre réseau, c'est l'accompagnement. Pendant 2 ans, le chef d'entreprise lauréat va pouvoir bénéficier d'un accompagnement d'1 ou de 2 parrains chefs d'entreprise de l'association en fonction de ses besoins, que ce soit des problématiques métiers, des problématiques techniques. Voilà, il choisit avec qui il a envie d'être accompagné. Et ça, à raison d'1 fois par mois, il va pendant 2 ans vivre cette expérience. L'histoire nous montre que souvent, cette expérience continue parce qu'il s'est créé des choses extrêmement fortes, extrêmement importantes, une certaine confidentialité, mais aussi connivence entre le chef d'entreprise lauréat et son accompagnateur. Et donc, c'est aussi quelque chose qui nous plaît beaucoup. Et puis le dernier élément, c'est ce que nous avons souhaité mettre en place ce soir. C'est la convivialité, c'est un moment important, c'est ces échanges, ces rencontres. Le réseau a grossi, on est passé de 120 membres, 150, 180, on n'est plus très loin des 200 actuellement. Et en plus, là, pendant 2 ans, on s'est vu à travers des visios, des masques, on ne se connaît pas beaucoup. C'est l'occasion, dans des moments comme ce soir, de pouvoir effectivement faire plus ample connaissance, mais aussi de vous obliger à vous poser des questions. Et c'est un peu ce qu'on a voulu avec la thématique de ce soir, Jean-François. Et comme tu es l'homme du territoire, je te laisse présenter un petit peu notre soirée. Il paraît que quand on a plus de 10 au cimetière, on est considéré comme l'homme du territoire. Donc a priori, c'est mon cas. Donc je vais pouvoir effectivement vous parler de ce territoire. Alors, je dirais que comme le disait Jérôme tout à l'heure, on va essayer de sortir un petit peu du bruit et de la fureur qui nous anime actuellement dans les médias. On va essayer de vous proposer un petit moment d'introspection territoriale. On va appeler ça de l'introspection territoriale. Et on va essayer de réfléchir un petit peu, quel est notre département ? Pourquoi Réseau Entreprendre s'intéresse-t-il au département ? Parce qu'une des vocations de Réseau Entreprendre, dois-je vous le rappeler, c'est de favoriser, de créer et de sauvegarder des emplois du territoire. Pour nous, nous considérons que le territoire, ce n'est pas simplement effectivement un territoire qui se situe très légèrement au sud d'un territoire très pourvoyeur d'emplois qui nous alimente énormément, mais c'est aussi un vrai territoire pourvoyeur lui-même d'emplois. Donc nous n'allons pas vous épuiser avec des poncifs que vous connaissez tous. On vit tous ici, on sait tous ce que c'est la Haute-Savoie. On sait tous que c'est un magnifique territoire avec des terrains de jeu exceptionnels, des paysages magnifiques. On sait tous qu'on a un taux de chômage absolument sidérant, proche des 5% aux dernières nouvelles. On sait tous effectivement que nous avons une attractivité territoriale absolument sidérante, puisque nous sommes le premier département de France depuis 5 ans en solde migratoire positif, avec, je crois, entre 8 et 10 000 personnes de plus par an. Tout ça, on le sait. C'est, je dirais, le côté flatteur de la photographie, mais en même temps, un petit peu comme nous le souligne en fait la slide derrière moi, ce n'est pas effectivement un paysage qui n'est, on va dire, fait que de lumière. Il y a aussi beaucoup d'ombre en Haute-Savoie. On a tous en tête effectivement les difficultés récurrentes qu'ont les gens à se loger, entraînant pour nous, chefs d'entreprise, une difficulté tout aussi récurrente à recruter. On a tous effectivement en tête le problème des coûts du logement, le problème effectivement des gens qui ne peuvent pas se loger en centre-ville parce qu'il y a peut-être trop de Airbnb. On sait tous également qu'en station, les saisonniers et les permanents ont également beaucoup de mal à se loger. Donc vous voyez, la Haute-Savoie, pour nous, c'est un territoire entre ombre et lumière. Ça, c'est une chose. Après, ce qu'on a voulu vous proposer ce soir, grâce à nos 2 intervenants et à Laurent qui va animer le débat, c'est effectivement d'essayer de se projeter
si les tendances que nous connaissons actuellement doivent perdurer, où va-t-on? Quel sera notre département d'ici 5 ou 10 ans? C'est un exercice de prospective auquel on a essayé de se livrer durant toutes les préparations qu'on a pu faire ensemble. Et je pense que ça va vous intéresser parce que véritablement, on veut sortir de cette image de carte postale et on veut se dire qui sommes-nous vraiment et vers où va-t-on? Voilà. Donc, j'en ai terminé. Merci Jean-François. Et on Avant va pouvoir, d'appeler nos intervenants, peut-être remercier aussi nos partenaires mécènes qui font que cette soirée peut aussi avoir lieu, parce que comme je vous l'ai dit, notre association a besoin aussi de soutien. Donc merci à Axit, merci à Banque Populaire, merci à SR Conseil de nous soutenir dans cet événement. Et maintenant, on va accueillir nos invités. Je vous demande de les applaudir bien fort, bien évidemment. Donc le plus ancien en âge, Jérôme. Voilà, ça sera l'homme de la raison ce soir. Et puis la jeunesse, voilà, mais il nous a fait des exposés brillants. C'est David Diaz qui nous rejoint. Voilà. Et puis, parce qu'avec Jean-François, on a déjà trop parlé, on va laisser la parole à quelqu'un qui le fait tellement bien. C'est Laurent Morvan, membre de l'association aussi. Je vous demande de l'applaudir. Merci. Bonsoir à tous, merci. Excellente introduction. Bravo pour ce cadrage. Alors, deux experts, un expert territorial, un expert plutôt sur des questions de modèles de développement territoriaux, avec David Jez et Jérôme Fourquet. Donc, tout d'abord, Jérôme Fourquet, vous êtes directeur du département Opinion et Stratégie d'entreprise de l'IFOP. Analyste politique, expert en géographie électorale. Vous êtes beaucoup sollicité en ce moment, j'imagine, avec les élections. Merci de vous libérer pour nous ce soir. Vous intervenez sur toutes les enquêtes d'actualité, au-delà des enjeux électoraux, les sujets économiques et sociaux. Vous êtes un expert de la donnée, à la fois quantitative et qualitative. Vous aimez scruter les territoires, le territoire national, mais les territoires en profondeur, en apportant des perspectives latérales plutôt qu'une vision globale. Et c'est ce qui rend intéressant également les analyses que vous portez. Vous êtes souvent également dans les médias, au-delà des enjeux électoraux. On vous voit sur France 5, c'est dans l'air, France Inter, questions politiques, ou France Culture avec le billet politique. 3 dernières publications, l'archipel français, naissance d'une nation multiple et divisée, en immersion en 2020, enquête sur une société confinée. Beau titre par rapport à l'actualité. Et puis le dernier, 2021, qui résonne bien avec la thématique de ce soir, La France sous les yeux, économie, paysage, nouveaux modes de vie, écrit avec Jean-Laurent Casselli, qui a inviter vos lecteurs à explorer avec vous les réalités du terrain, celles d'une France justement recomposée. Et je pense que c'est un peu l'éclairage que vous allez nous apporter ce soir. David Jez, vous êtes normalien et énarque, haut fonctionnaire. Après avoir été inspecteur des finances, vous êtes depuis 2020 directeur de la stratégie de la formation d'une nouvelle agence, qui est l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Vous enseignez à Sciences Po Paris sur la thématique de l'histoire des idées politiques et de la philosophie politique. Également essayiste et écrivain. Vous commettez également de nombreux écrits en vous engageant. Vous êtes de fait dans le débat d'idées avec au cœur de vos essais la place de la nation dans nos démocraties. Et c'est de fait un contre-pied de nombre d'autres essayistes que l'on peut lire par ailleurs. Et vous œuvrez justement à travers des tribunes que vous signez dans les médias, dont les 2 dernières résonnent également avec la thématique de ce soir. La première, c'est Réinventons l'aménagement du territoire. Et la deuxième, c'est pour une république écologique. Et je pense que vous aurez également l'occasion d'y revenir. Vous avez également publié 3 ouvrages, notamment donc, La guerre civile n'aura pas lieu sur le djihadisme en 2017. Enfin, pas que sur le djihadisme, mais la façon dont ça percute également la philosophie classique politique. En 2019, Slow Democracy, avec le rôle de l'État-nation en réhabilité, que vous, justement, vous portez. Et en 2021, le nouveau modèle français, et là également bien en écho avec notre thématique du soir, avec la confiance retrouvée dans la nation. Vous êtes également chroniqueur dans le podcast Le Nouvel Esprit Public, présenté par Philippe Meyer, et dans les revues Le 1 et Zadig d'Éric Fotorino. Alors, entrons dans le vif du sujet. Je crois que Jérôme, vous avez prévu quelques slides, quelques justement perspectives pour caractériser ce territoire. Donc,
Notre ami Jean-François a décrit les poncifs, enfin les poncifs, c'est pas les poncifs, c'est un constat que nous connaissons beaucoup en tant qu'habitants de la Haute-Savoie. Qu'est-ce que vous pouvez nous apporter de votre point de vue, à la fois en comparaison par rapport à ce que vous voyez en France, sur d'autres territoires, et qui caractérise vraiment ce micro-territoire quand même? Merci beaucoup. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Merci pour votre invitation. Donc on va essayer de animer cette soirée à deux voix en se renvoyant la balle mutuellement. Donc on va peut-être d'abord commencer par dézoomer un petit peu et revenir un peu sur les évolutions globales que la société française, sur le plan économique, a connues au cours des 40 dernières années. On s'est beaucoup intéressé aux 30 Glorieuses, mais il s'est passé énormément de choses depuis le milieu des années 80. Et on s'interrogera sur savoir comment ces évolutions, ces mutations se sont traduites et se sont déclinées localement chez vous. Et ensuite, quels sont les défis typiquement à relever dans vos territoires et quels sont les modes de gouvernance en dernier temps qu'on pourrait envisager ou autour desquels on pourrait réfléchir pour essayer d'apporter des solutions aux spécificités locales qui sont les vôtres et qui sont assez nombreuses. Lors des nombreux échanges que nous avons, ou les échanges qu'on a eus quand on a préparé tout ça, on s'est dit qu'en fait, vous aviez un certain nombre de défis à relever, mais pour vous rassurer, on est quand même sur des problèmes de riches. Hein, et avec David, on a l'habitude de parler devant des assemblées d'entrepreneurs ou de responsables locaux dans d'autres territoires, dans d'autres régions que les vôtres. Et je peux vous garantir que beaucoup d'entre eux aimeraient avoir les problèmes que vous rencontrez aujourd'hui. Voilà. Donc ça, c'est pour un peu placer le débat. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de sujet, pas de difficulté. Alors je vais essayer de projeter une ou deux slides si ça fonctionne. Donc, pour un petit peu dresser le constat général, s'il fallait retenir une idée, ce serait celle selon laquelle nous sommes passés, dans les années 80, début des années 80, d'une économie qui était organisée autour de la production, l'industrie, l'agriculture, à une économie qui, au plan national, tourne aujourd'hui essentiellement par et autour de la consommation, du tourisme, des loisirs, et aussi de ce que certains économistes ont appelé l'économie résidentielle, c'est-à-dire le simple fait qu'une population augmente sur un territoire génère une activité économique. Tout ça, bien évidemment, a des conséquences en cascade, à la fois sur la physionomie des classes sociales, sur l'aménagement du territoire, sur les types d'activités qui sont proposées, mais également sur les paysages et sur les imaginaires qui sont générés. Alors, ce passage d'un modèle à un autre, tout d'abord, voilà, cette crise de notre économie productive, elle s'est caractérisée par la désindustrialisation qui était hyper violente en France, beaucoup plus que dans d'autres pays européens. On vous donne quelques chiffres. En 1980, l'industrie, c'est encore un quart du PIB national. On est royalement aujourd'hui au niveau national à 11 ou 12%. Là, vous avez sur cette slide uniquement la période 2008 à nos jours. Donc, ce n'est pas très ancien. 2008, c'est la dernière grande crise économique. La France a perdu la bagatelle de 940 sites industriels de plus de 50 salariés depuis 2008. Et donc là, vous voyez la répartition de ces pertes industrielles. Alors, ce que je disais tout à l'heure, on a des problèmes de riches ici. Vous avez été touchés également. Mais par rapport à d'autres territoires, si je compare par exemple à ce qui s'est passé dans la métropole lyonnaise ou dans l'Isère, on est eu sur des pertes industrielles qui sont plus importantes. Alors, ces derniers mois, il y a eu un certain nombre d'annonces dans vos territoires sur, j'ai noté, Avian Colorant à Saint-Joire, il y a une usine d'un sous-traitant, un équipementier automobile, Mahle, qui là aussi a fermé ses portes. Il y a plus longtemps, il y avait eu l'usine Salomon à Rumilly. Mais quand vous regardez sur le reste du territoire national, on est quand même sur un tissu industriel qui a plutôt bien résisté. Et on rappelle que l'industrie, c'est encore 25% de l'activité économique de votre département. Donc ça en fait une vraie spécificité. Autre pilier productif de notre économie jusqu'au début des années 80, et qui a beaucoup souffert également, l'agriculture. Là aussi, on est victime collectivement de ce qu'on pourrait appeler une image rétinienne. C'est-à-dire que quand on parle de désindustrialisation, si on faisait un sondage, c'est mon boulot, vous me diriez tout de suite les mines et le textile dans le Nord-Pas-de-Calais
ou la sidérurgie en Lorraine. Et vous auriez raison, mais ça, c'est les années 70. À ceci près que le phénomène ne s'est jamais interrompu depuis, comme on vous l'a montré sur la carte précédente. Sur l'agriculture, c'est la même chose. Le déclin de l'agriculture, c'est l'exode rural, la fin des paysans, tout ça, c'est les années 50-60. Dans certaines régions, le remembrement, la mécanisation de l'agriculture. Sauf que quand vous plongez dans les chiffres, vous constatez qu'en 1988, donc il y a 30 ans, on a encore 1 million de paysans en France. Et les derniers chiffres sont tombés. Pour l'année 2020, on est à 380 000. On a perdu 2/3 du stock en 30 ans. C'est le plus grand plan social silencieux que la France ait connu sur ces 30 dernières années. Alors, ça n'a pas fait forcément les gros titres, parce que beaucoup de ces disparitions se sont traduites ou se sont actées lors de passage à la retraite de ces exploitants. La surface agricole utile du pays est restée à peu près identique, au prix d'une augmentation de la taille moyenne des exploitations. Mais vous voyez qu'y compris dans vos territoires, le poids des agriculteurs, leur poids symbolique, leur poids politique, leur poids social, n'est plus que l'ombre de ce qu'il a été il y a encore 30 ans. Et 30 ans, c'est une génération. Sachant que l'âge moyen des agriculteurs aujourd'hui, c'est 52 ans et que dans les 10 prochaines années, un agriculteur sur 2 partira à la retraite avec les énormes problèmes de transmission que ça pose. Voilà. Avec, là aussi, des éléments positifs à retirer de cette situation. Historiquement, on parlait des 10 générations au cimetière. Historiquement, dans l'agriculture, on est sur une transmission familiale. C'est d'ailleurs comme ça que ce modèle a été pensé en France et modernisé. C'est l'exploitation familiale. Et là, avec la fonte des effectifs et le vieillissement accéléré, on a un phénomène qui est une véritable révolution sociologique dans l'univers de la paysannerie. C'est l'arrivée dans ces métiers de jeunes qui ne sont pas issus du sérail. Et donc là aussi, ça donne des perspectives de développement, parce que c'est un regard extérieur qui arrive dans ces activités. On en parlera tout à l'heure. On voit notamment dans des pistes de développement pour un département comme les vôtres, comment on peut surfer, sans jeu de mots, sur la question des produits locaux et des produits territoriaux qui sont aujourd'hui plébiscités par nos consommateurs. Alors, l'économie nationale, qui a connu ces chocs productifs en série, n'est pas restée complètement inerte. Il y a d'autres secteurs économiques qui ont pris le relais pendant cette période. Et on a dit qu'on était donc passé maintenant dans une économie qui tourne essentiellement autour de la consommation. Et le secteur leader qui fait tourner cette économie de la consommation, bien évidemment, c'est la grande distribution. Alors cette grande distribution, on va dire, mais il n'y a pas de scoop dans l'histoire. La grande distrie, c'est un truc assez ancien en France. Effectivement, la saga des Leclerc en Bretagne, ça commence à la fin des années 50. Le premier hypermarché, c'est un concept français, l'hypermarché. On a copié les Américains en plus grand, date du début des années 60. Sauf que, encore une fois, c'est à partir des années 80 que le basculement s'opère et qu'il y a une intensification du déploiement de la grande distribution sur nos territoires. On a pris un exemple, on a pris le milieu de tableau, Intermarché. En 1980, ils ont 310 magasins. Ils en ont 1832 aujourd'hui. Donc ils en ont monté 1500 en 40 ans. Donc je souhaite à tous les lauréats de votre association de connaître une telle croissance, un tel développement. Pendant la décennie la plus active de développement, dans les années 80-90, ils sortent de terre la bagatelle de 2 magasins par semaine. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, pendant 10 ans de rang, on sort 2 magasins par semaine. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la France est une gigantesque zone de chalandise et que, à l'ombre de la grande distribution et de la grande surface, s'est créé un élément qui est typique de nos paysages de la France contemporaine, c'est la zone commerciale de périphérie, entrée ou sortie de ville. Il y en a partout en France. Est-ce qu'il y a une reconquête justement des centres-villes par ces enseignes ? Alors, il y a des plus petits formats qui ont été inventés pour la reconquête de ces centres-villes, parce que bien évidemment, ce que je vous disais tout à l'heure, tous ces basculements, toutes ces transformations ne sont pas sans conséquences indirectes. Et là, il y a une conséquence qui est même directe, c'est qu'on a été obligé de développer le programme Action Cœur de Ville pour redynamiser beaucoup de centres urbains qui se sont complètement dévitalisés. Et quand on parle des spécificités territoriales, si vous allez en Italie, si vous allez en Allemagne, eh bien vous voyez que les centres-villes, notamment des villes moyennes, sont beaucoup moins dépeuplés commercialement que ne le sont les nôtres. Donc il faut être conscient de toutes ces évolutions. Et d'ailleurs, si je peux juste ajouter un mot, on voit que cette accélération très forte à partir de la fin des années 80, elle est liée à la décentralisation de la compétence d'urbanisme, parce que ce sont les collectivités territoriales qui, à partir de la fin des années 80, attribuent
les permis de autorisations construire. d'installation et les fameuses commissions départementales d'aménagement commercial dont un ami maire disait que c'était une machine à dire oui lentement. Alors, cette économie de la consommation a comme navire amiral, bien évidemment, la grande distribution. Il y a un autre secteur qui se porte très bien en France également, qui a connu un coup de booster à l'occasion de la crise Covid. C'est celui du e-commerce et de la livraison au domicile. Donc là aussi, d'énormes opportunités pour toute une série d'entrepreneurs, notamment quand ils sont dans des territoires dits périphériques, c'est-à-dire avec un site internet et une bonne logistique, je peux maintenant sortir de ma vallée et exporter partout dans le monde, et pour commencer peut-être en France. Là, on vous a mis en graphique l'évolution en milliards d'euros du chiffre d'affaires du e-commerce en France, pour qu'on prenne un peu conscience de l'ampleur de la transformation sur une échelle de temps très courte, 15 ans. On est passé de 8 milliards de chiffres à 112 milliards. Quand vous lisez les interviews de Jeff Bezos et consorts, ils vous disent que la crise Covid leur a fait gagner 3 à 5 ans en moyenne sur leur plan de marche prévisionnel, une espèce d'énorme accélérateur. Donc ce n'est pas avant, après Covid, c'est le Covid qui accélère le phénomène. Donc tout ça, c'est des opportunités, c'est aussi, j'allais dire, des empreintes très claires sur le territoire. On a vu fleurir, à la bretelle d'autoroute d'après la zone commerciale, l'entrepôt logistique, ce que nous avons appelé dans le livre La France Amazon. Vous avez à Satolas, Saint-Priest, Saint-Quentin-Falavier, on a toutes ces zones. Voilà. Vous avez aussi désormais tout le secteur de la livraison à domicile, qui s'est énormément développé. Alors, au début, on a dit c'est un truc de bobo, de se faire livrer les repas à domicile, c'est des bobos parisiens. Comme on l'a dit tout à l'heure, avec David, on sillonne pas mal la France. Et moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer le maire de Châteauroux, par exemple, donc ce n'est pas forcément la plus grande métropole française. Il vous dit que dans sa ville, il y a 90 livreurs Uber Eats dans sa ville. Donc c'est un phénomène sur lequel on ne va pas revenir en arrière. Il y a aussi là des opportunités, mais notamment quand vous regardez les enquêtes d'opinion et les pratiques de consommation, sur les jeunes générations, c'est devenu complètement dans les mœurs de se faire livrer à domicile, soit le repas du soir, soit tout simplement les courses. Et donc tout ça va reconfigurer énormément de choses dans vos modèles économiques et aussi dans vos territoires, parce que cette économie de la logistique, des flux, va devenir de plus en plus importante. L'économie industrielle avait le rail comme artère fémorale. L'économie de la consommation et de la logistique, c'est le goudron, c'est le bitume, c'est l'autoroute. Le camion a remplacé la locomotive et le chauffeur poids lourd a remplacé le cheminot. Syndicalement et politiquement, ça dit des choses aussi, mais sociologiquement, quelques chiffres encore, on a 400 000 chauffeurs poids lourds en France, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans la France d'après, il y a plus de chauffeurs poids lourds que d'agriculteurs. Donc c'est aussi des éléments qu'il faut avoir en tête. Et juste peut-être une anecdote sur ce sujet. Il se trouve que j'ai passé un des confinements au Grand Bornand, chez des amis qui ont un chalet là-bas, et avec plusieurs autres personnes. Et j'étais très frappé de voir que tous les jours, au moins un de ses amis commandait quelque chose, soit sur Amazon, soit sur un autre service de livraison. Et vous voyez comment fonctionne le Grand Bornand, hein. C'est des chalets comme ça un peu étalés. Et c'était extrêmement impressionnant de voir tous les matins la ronde des utilitaires de livraison, en fait, qui venaient achalander en quelque sorte les différents chalets. Et le sociologue Jean Viard, que Jérôme et moi connaissons bien, a parlé à ce sujet d'une reconfiguration très profonde. Il dit qu'on entre à la fois dans une société de plus grande sédentarité avec le télétravail, avec les gens qui veulent travailler de chez eux, et en même temps de plus grande mobilité. Et c'est pas paradoxal parce que on est dans l'hyper-livraison, dans la livraison en 15 minutes, dans le J+1. Le J+1 sur Amazon. Et en fait, ça a l'apparence d'un paradoxe, et en réalité, c'est vraiment la reconfiguration dans laquelle on est, et ça redessine profondément les territoires. Alors, autre secteur, après celui de la consommation et de la logistique, qui a connu un boom spectaculaire au cours des dernières décennies, et vous êtes bien placé ici en Haute-Savoie pour le connaître, c'est celui du tourisme, des activités récréatives et des loisirs. Alors, il faut qu'on prenne aussi la mesure, là aussi, des transformations. Là, vous avez la durée annuelle effective de travail en France depuis 1975. Alors, vous voyez, il y a beaucoup d'économistes, à juste titre, qui vous disent que c'est une loi de l'histoire, on va bosser de moins en moins. Bon, alors, pas pour tout le monde. Il y en a qui, en plus, font du bénévolat le soir pour aider les autres. Mais blague à part, ça veut dire que tout ce temps libéré
et encore une fois, on peut citer le sociologue Jean Viard. Jean Viard dit le hors-travail structure de plus en plus le travail. Et de ce point de vue-là, la crise Covid nous a fait passer sans doute une étape supplémentaire. On pourrait faire un petit sondage sur comment ça se passe avec vos salariés en retour de Covid. Moi, j'ai testé la blague auprès de certains chefs d'entreprise. J'ai dit, mais en fait, la semaine, maintenant, c'est ce qu'il y a entre les week-ends et les RTT. On dit, ouais, c'est un peu ça. Donc, il y a ce phénomène qui s'installe. Il y a un nouveau rapport au travail. Il faut le prendre en compte. Et ce temps libéré, eh bien, du coup, crée aussi du temps pour toute une série d'activités qui sont en elles-mêmes devenues des moteurs économiques. C'est ce qui explique notamment l'attractivité de ce territoire. En grande partie, donc c'est à la fois le tourisme, avec, grâce au Covid et au télétravail, pour toute une population de cadres, capacité à réaliser un fantasme historique, c'est vivre et travailler au pays des vacances. David est rentré du Grand Bornand, mais l'appel de Paris était trop fort, mais il y a beaucoup de gens qui sont pas repartis, ou quand ils sont repartis, ils se sont dit qu'ils reviendront, et donc tout ça va modifier les choses. Alors sur ces activités récréatives, je donne quelques exemples. On a parlé tout à l'heure des zones commerciales de périphérie. Ces zones commerciales de périphérie, aujourd'hui, c'est le cœur battant de nos sociétés, parce que c'est là où on consomme, mais c'est là aussi où on se divertit. Après l'arrivée de l'hypermarché, il y a eu un deuxième grand moteur économique qui est venu compléter tout ça, c'est le multiplex, le cinéma. Alors il y en a encore certains en centre-ville, et donc ça a donné une dimension récréative. Et donc on va flâner, on va consommer, on va manger, on va se divertir dans ces endroits-là. On va même aussi manifester, c'est pas un hasard, si c'est les ronds-points qui, la plupart du temps, commandent l'accès aux zones commerciales, ont été investis par les Gilets jaunes un certain mois de novembre 2018. On a d'autres éléments du même type. Alors, je vais vous faire quitter vos montagnes, une zone de plaine, le Loir-et-Cher. Donc, c'est loin de chez vous, mais c'est intéressant, le Loir-et-Cher. Pendant très longtemps, le Loir-et-Cher a eu comme principale vitrine touristique le château de Chambord. Donc, vous voyez, c'est la courbe rouge. Et on a un petit nouveau venu qui s'est invité dans la course, qui s'appelle le Zooparc de Beauval. Alors, ça fait un peu loin de chez vous, mais pour les Parisiens, c'est très pratique d'accès. Et le Zooparc de Beauval, depuis 2012, date de l'arrivée d'un couple de pensionnaires très célèbres, pandas géants, qui ont été prêtés par le gouvernement chinois. Eh bien, le Zooparc de Beauval cartonne à plus d'1 million d'entrées par an. Donc, il a surclassé le vieux parc de Chambord. Et donc, si vous êtes patron de l'Office du tourisme du Loir-et-Cher, il faut vous soucier, comme de la prunelle de vos yeux, de l'état de santé des parents pandas, parce qu'ils ont eu la bonne idée d'avoir des petits. Brigitte Macron est la marraine. Puisque aujourd'hui, Beauval, c'est 1 500 000 entrées par an. Il y a 850 salariés au Zooparc de Beauval. C'est dans le sud du département du Loir-et-Cher, ce qui fait de ce zooparc le premier employeur privé de cette partie du territoire, depuis que l'usine Matra de Romorantin a fermé ses portes. Et donc là, vous avez un exemple très intéressant, parce qu'il n'y avait rien à l'époque. Et donc c'est la mère de l'actuel dirigeant du zoo qui a implanté son petit parc animalier, puis qui a grossi. Et donc on voit comment, dans cette économie récréative et touristique, des territoires qui n'ont pas forcément les atouts qui sont les vôtres, ont pu créer une attractivité. Il y a 30 ans, on aurait dit, bon, pour dynamiser ce territoire, on va mettre un zoo. On a dit, bon, voilà. Alors je suis d'accord avec vous, il y a quand même le coup de bol des pandas, mais vous voyez qu'on était quand même à 500 000 entrées par an. Tout ça a des conséquences économiques. On a créé une bretelle d'accès à l'autoroute pour que les franciliens puissent descendre plus rapidement. On a des hôtels qui se sont créés, etc., etc. Alors, je vais venir maintenant et passer la parole à David. Est-ce que vous parliez de l'attractivité des territoires? Là, je vais vous présenter cette carte, parce que dans cette France nouvelle, où le tourisme, les loisirs, la question résidentielle est de plus en plus centrale, vous avez, hors période Covid, 15% de la population française qui déménage chaque année, en moyenne. 15%. Alors, ils ne vont pas à l'autre bout de la France, ils ne viennent pas tous chez vous. Certains changent juste de quartier, vont se mettre en couronne numéro 1 ou 2 quand ils étaient en centre-ville. Et si chaque commune de France n'a pas d'office de tourisme, chaque commune française a une page Wikipédia. Et donc, on a un géographe de génie qui nous a aidés
et qui a été regardé sur 10 ans le nombre de requêtes sur chacune des 35 000 pages wiki des 35 000 communes françaises. Il a fait un calcul statistique savant, repondérant tout ça par la taille de la population, pour faire apparaître la carte de la désirabilité des territoires français. Donc tout en haut, on a la France AAA, vous êtes dedans. La France instagrammable, celle qui fait rêver, celle où on veut aller habiter, celle où on veut partir en vacances. Et tout en fond, on a ce qu'on pourrait appeler la France backstage, la France de l'ombre, celle qui ne prend pas la lumière. Et entre les deux, vous avez toute une nuance de gris ou de rose, c'est selon. Et donc vous voyez comment les territoires se sont recomposés autour de cette inégale désirabilité. Alors, ici en Haute-Savoie, comme dans tout le massif alpin, même quand on n'est pas bon en géographie, on comprend vite que les grandes coulées noires ou grises, là, c'est les vallées, les fonds de vallée. Et puis que là où c'est rose, c'est plutôt quand on est en altitude ou souvent, parfois proche de la frontière. Vous avez les mêmes logiques le long des côtes, c'est-à-dire qu'il y a vue sur mer ou vue sur lac, ça devient un luxe. Et puis, si vous avez un peu moins les moyens, vous êtes ravalé au rang numéro 2 ou numéro 3. Et donc, c'est absolument fondamental d'avoir cette carte à l'esprit parce que, encore une fois, l'inégale désirabilité des territoires recompose très fortement la donne. Historiquement, on avait 2 catégories de la population qui pouvaient, en gros, choisir d'aller habiter là où elles voulaient. Les retraités fortunés, parce que qu'on habite à Annecy ou Vierzon, la pension de retraite était versée, et vaut mieux habiter à Annecy qu'à Vierzon. Et puis, une partie des professions libérales, notamment de santé, qui avaient un peu le choix d'aller s'installer où ils voulaient, parce qu'il y a des clients partout. Et comme par hasard, vous n'entendez jamais parler de déserts médicaux au bord de la Méditerranée ou sur la côte atlantique, ils sont tous là. Mais depuis la crise Covid et le fait que dans beaucoup de têtes, le verrou du télétravail est sauté, le verrou psychologique, on a une 3e catégorie de la population qui se met en mouvement, qui est celle des cadres télétravailleurs. Et on a parlé, vous savez, beaucoup d'exode urbain. Il faudra quantifier tout ça. Et beaucoup de territoires, je parlais de Vierzon, je parlais de Châteauroux, communiquent énormément en disant « venez chez nous ». Sauf que, comme le dit le vieux dicton paysan, il pleut toujours où c'est déjà mouillé. Et c'est déjà les territoires qui étaient historiquement attractifs, touristiquement, qui vont accueillir ces nouvelles populations de cadres qui vont être soit birésidentielles, soit qui vont s'installer définitivement. Et donc, mauvaise nouvelle pour votre territoire, vous êtes beaucoup en rose, et donc vous allez continuer de voir arriver, du fait de votre haut indice de désirabilité, une partie nouvelle de la population. Est-ce que les infrastructures et la mobilité jouent également dans cette attractivité-là ? Le génie de la France, c'est que c'est une métropole distribuée. C'est-à-dire que c'est un pays qui n'est pas trop grand, mais qui n'est pas trop petit non plus, dans lequel il y a quand même d'excellentes infrastructures de transport. L'achèvement des lignes grande vitesse qui ont été permises par le plan de relance, qui ont été décidées dans le cadre du plan de relance, fait que le vieux rêve de la SNCF d'avoir une France couverte en étoiles par le TGV sera probablement atteint d'ici 2040. Et ça, c'est une donnée absolument majeure, parce que ça veut dire que depuis Paris, qui reste quand même le système nerveux central, en quelque sorte, dans ce pays très centralisé, eh bien, on peut atteindre les principaux points du territoire en 2 à 3 heures. Ça, c'est un changement absolument majeur. Par rapport à ce que Jérôme disait sur la mise en désirabilité du territoire, il faut bien comprendre que cette carte, elle est vraiment la projection géospatiale des grandes tendances économiques et productives que Jérôme indiquait tout à l'heure. C'est parce que nous sommes dans une société qui vieillit et dans laquelle le ratio inactif sur actif se dégrade en quelque sorte au détriment des actifs, et donc dans laquelle il y a de plus en plus de retraités, que l'on peut choisir plus facilement le lieu dans lequel on va passer sa retraite, puisque la pension de retraite, elle tombe au même niveau où qu'on se situe sur le territoire. C'est parce que nous sommes dans une société où le temps de travail, historiquement, sur longue période, a baissé, ce qui libère beaucoup plus de temps pour le loisir, pour les vacances, que nous avons une implantation touristique qui va épouser ces zones de désirabilité. Et cette carte, elle est très intéressante parce qu'on ne les a pas sorties pour ce soir, mais on pourra vous les sortir si vous les voulez. Quand on regarde la carte des résidences secondaires, ou quand on regarde la carte des retraités, de la présence des retraités, on a à peu près les mêmes jeux de couleurs. Hein. On a à peu près les mêmes jeux de couleurs qui apparaissent sur la carte. Alors, ce qui est très intéressant,
c'est que la réussite d'un territoire n'est pas seulement liée à sa désirabilité, aujourd'hui encore, et la monoculture est en général une mauvaise chose. C'est-à-dire qu'un territoire qui ne se consacre qu'au tourisme, un territoire qui ne se consacre qu'au commerce, un territoire qui ne se consacre qu'à l'industrie, il prend le risque de se fragiliser, parce que quand survient un choc qui va affecter sa zone de force, il ne peut pas se reposer sur les autres zones de force. Et c'est ce qui, par exemple, fragilise énormément la Côte d'Azur, parce que contrairement à votre territoire, la Côte d'Azur, c'est ce qu'on appelle de la monoculture touristico-résidentielle. C'est-à-dire que c'est un territoire dans lequel il y a effectivement beaucoup de retraités, beaucoup de tourisme, mais la désindustrialisation des années 1980 n'a pas vraiment été compensée, sauf dans quelques poches, par une réindustrialisation. Et ce qui fait la force de ce territoire, en contrepoint, en quelque sorte, c'est le fait que nous sommes sur un territoire qui est à la fois fort sur le plan de l'activité transfrontalière, qui est fort sur le plan du tourisme, qui est fort sur le plan de l'industrie et qui est fort sur le plan du commerce. La question étant de savoir, face aux transitions et aux défis qui nous attendent, comment effectivement éviter de perdre des parts de marché, voire de se déclasser. On rentre dans les défis. Voilà. Donc trop de succès peuvent également... Donc c'est plus compliqué que la mariée est belle, mais quand même c'est un peu complexe. Les défis écologiques jouent, l'industrie, vous le voyez avec... Enfin, je pense qu'on en avait discuté dans la préparation, mais on a une industrie qui est extrêmement orientée vers le secteur auto. Je pense au bassin clusien particulièrement. 70% à peu près de ces entreprises sont dépendantes du secteur auto, même si elles essayent de muter avec la transformation également de ce secteur vers l'industrie électrique, donc et donc qui nécessite également un retournement parce que mécanique de précision, parce que peu de pièces de décolletage dans les nouveaux modèles électriques. Donc un défi industriel, un défi écologique et économique sur le modèle économique des stations. Que dire sur le peu d'agriculture que nous avons avec donc potentiellement les sécheresses, les tensions en eau, les problématiques également de pollution qu'on rencontre ici et là. Annecy a fait la une de Libération il y a quelques années de cela, devant Grenoble et devant d'autres capitales. C'est le cas également de Cluse qui fait très souvent la une. Voilà. Quel est votre regard sur les défis que se porte ce territoire, malgré les atouts de la mariée, entre guillemets ? Alors les défis sont liés aux atouts. Les contraintes sont liées aux forces. Donc on va essayer de vous présenter ce qui, selon nous, constitue les 4 forces du territoire, mais pour montrer comment, à l'aune des transitions que nous traversons, et que vous avez rappelé, ça pourrait devenir, soit, si on n'y prend pas garde, des faiblesses, soit, au contraire, des facteurs de rebond. La première caractéristique de ce territoire, c'est que c'est un territoire qui est frontalier. Il y a 3000 km de territoire frontalier en France, et il y a même une institution qui a été créée pour accompagner ces territoires qui s'appelle la Mission opérationnelle transfrontalière, et qui a pour mérite en fait de pouvoir faire des comparaisons entre les différents territoires transfrontaliers. La caractéristique de ce territoire, c'est son attractivité démographique en raison de la force d'attraction du bassin genevois. On a une croissance de la population, c'était rappelé tout à l'heure, sur les 10 dernières années, 1,4% de croissance démographique par an. Et quand on regarde la croissance démographique, il y a plusieurs contributions à la croissance démographique. Il y a le solde naturel qui est lié à la différence entre les décès et les naissances, et il y a le solde migratoire. Et ce qui est intéressant, c'est que ce territoire, il est premier sur la croissance démographique, mais il est aussi premier sur le solde migratoire. Ce qui montre bien qu'il est extrêmement attractif, et quand on regarde la population qui migre, il y a vraiment de tout. Il y a des saisonniers, bien sûr, qui travaillent dans le tourisme et la montagne. Il y a des actifs qui travaillent, qui sont attirés par les rémunérations et les perspectives d'emploi de l'autre côté de la frontière. Et il y a aussi des retraités et des gens qui acquièrent des résidences secondaires à cause de, évidemment, ce qu'on appelle en géographie les aménités, c'est-à-dire la qualité de vie qui nous a immédiatement sauté aux yeux quand on est arrivé et qu'on a vu le soleil couchant sur le lac d'Annecy. Ce qui fait quand même des chiffres absolument considérables. On a eu, en 10 ans, 105 000 habitants supplémentaires, c'est-à-dire l'équivalent de 10 500 habitants en plus par an. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est l'équivalent d'une petite ville de 10 000 habitants chaque année qui s'installe sur le territoire. Vous imaginez la pression foncière, vous imaginez et vous vivez au quotidien la pression immobilière et toutes les conséquences de premier ou de second tour que ça peut avoir.
Cette progression, elle est extrêmement bien répartie sur le territoire, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement le bassin Annemasse-Genève ou Annecy qui attire, c'est aussi le cas à Cluses, donc dans la vallée de l'Arve, c'est le cas à Thonon-les-Bains, c'est le cas à Salanches, donc on a une croissance assez bien répartie de la population. Alors ça pose des défis, effectivement, qui sont considérables. Le premier, c'est bien sûr la prégnance de la circulation automobile, et notamment des véhicules dans lesquels il n'y a qu'une personne. Je vous donne juste une statistique qui a été relevée par l'INSEE et qui est amusante. 80% des actifs occupés du territoire utilisent leur voiture individuelle pour aller travailler. La moyenne française, c'est 70%. Donc on a un delta de 10. Et ce delta de 10, on peut le mesurer tôt le matin ou en fin de journée, aux abords d'Annecy ou bien dans la vallée de l'Arve, quand on voit les embouteillages et quand on voit les difficultés de circulation qui sont induites par ce recours systématique aux véhicules individuels. Ou sur l'axe Annecy-Genève. Et sur l'axe Annecy-Genève, bien sûr, en raison de ces problématiques transfrontalières. Mais également, est-ce qu'on n'est pas également sur un défaut d'infrastructure de transport public qui aurait pu anticiper cette pression J'allais y venir. Nous sommes sur un défaut de planification, effectivement, et tous les défis qu'on va évoquer, le défi démographique, le défi écologique, le défi industriel, c'est des défis qui vont requérir davantage de planification, et une planification qui ne soit pas juste l'apanage des collectivités publiques, mais qui soit le fruit d'une concertation et d'un travail collectif entre les collectivités publiques et les acteurs privés, qui sont des usagers et des acteurs, des protagonistes du territoire. Donc le retour de la planification. En quelque sorte, mais ajusté aux sociétés très ouvertes et très horizontales dans lesquelles on vit aujourd'hui. On voit aussi que cette croissance démographique induit une très forte pression sur le foncier, qui est mesurée par l'augmentation des prix de l'immobilier. Je crois que le prix du mètre carré à Annecy, dans certains quartiers, évolue autour de 10 000 euros, c'est-à-dire l'équivalent d'un prix parisien. Hein, donc on est sur la France triple A. Voilà, la France, ce que Jérôme et Jean-Laurent dans leur livre ont appelé la premiumisation et la France triple A. Et évidemment, ça induit des inégalités fortes. Et ce qui est intéressant, c'est que nous sommes sur un territoire qui a effectivement un taux de chômage extrêmement faible, mais qui a des inégalités socio-économiques relativement plus fortes que d'autres territoires, en particulier en raison des dépenses contraintes et notamment des dépenses de logement. C'est-à-dire qu'il est de plus en plus difficile pour des professions intermédiaires ou pour des gens qui sont autour du salaire médian de se loger dans les agglomérations que j'indiquais tout à l'heure en raison de cette pression considérable sur le foncier. Donc le premier défi, c'est un défi démographique et c'est un défi de cohésion sociale. Et on voit bien qu'il a un certain nombre d'effets de bord parce qu'il y a la question des infrastructures de transport, il y a la question de la mixité sociale, il y a la question du logement. Et ce défi ne peut être relevé que s'il y a un effort de planification et de concertation entre tous les acteurs et une bonne coopération aussi entre les différentes collectivités. Et cette coopération, je précise tout de suite, Jérôme reviendra tout à l'heure sur le 4e défi, sur la relation avec la Suisse, mais ça nécessite de dépasser largement le périmètre géographique du territoire parce qu'il n'y a pas de périmètre pertinent. Chaque problématique a son propre périmètre. Quand on va parler de la question de l'eau, le périmètre pertinent va être le périmètre du bassin hydrogéologique, pas l'intercommunalité, qui ne recoupe que très rarement la réalité géologique. Donc il va falloir construire une gouvernance, on reviendra là-dessus tout à l'heure, qui soit adaptée à ce périmètre. Quand on va parler de la question des transports, dans un territoire qui est un territoire frontalier, il est évident qu'il faut travailler avec l'agglomération genevoise et que ça ne doit pas être simplement la diplomatie française ou la préfecture et son service diplomatique qui doit travailler avec l'agglomération genevoise, mais toutes les collectivités publiques et les acteurs privés qui doivent inventer des gouvernances autour de ce bien commun, en quelque sorte, qui est la coopération économique et la circulation entre les deux territoires qui sont unis par une profonde continuité, même s'il y a une frontière politique qui passe entre les deux. Votre regard justement sur le Grand Genève, cette agglomération hybride qui est à cheval sur le territoire suisse et français, quel est votre regard dessus ?
C'est une agglomération extrêmement dynamique et qui effectivement a pour caractéristique d'être une sorte de conurbation, de continuité urbaine. Donc si vous voulez, la frontière géographique et politique qui passe entre les deux, elle est un petit peu effacée par la densité fonctionnelle en quelque sorte des interconnexions qu'il y a entre les deux côtés de la frontière. Et clairement, on peut dire qu'au niveau de la coopération institutionnelle, même s'il y a énormément d'échanges, énormément de choses, on n'est pas au niveau d'intégration auquel on devrait être pour répondre aux défis qui sont posés. Qui n'intègre pas par ailleurs Annecy, qui pourtant représente un barycentre assez important. Absolument. Alors même si, là encore une fois, on peut dire on est moins mal loti ici qu'ailleurs. Parce que quand on parle de comparaison transfrontalière, toutes les régions frontalières françaises ne connaissent pas ou n'ont pas forcément la chance, j'allais dire, à double tranchant d'être à côté de la Suisse. Il y a des choses qui se passent dans le pays de Gex, assez intéressantes. On voit également le sud de l'Alsace. On voit la frontière avec le Luxembourg, où on a des phénomènes un peu comparables aux vôtres. Mais dans très nombreux territoires français frontaliers, frontière avec l'Espagne, frontière avec la Belgique, frontière avec l'Italie, c'est pas forcément des retombées économiques de première masse. Et donc, même si la question de la conurbation, de la gouvernance transfrontalière mériterait d'être creusée, approfondie, il y a quand même des choses. Il y a la contribution genevoise, etc., etc. Il y a des choses qui ont été mises en place dans vos territoires, qui sont regardées un peu avec envie dans d'autres territoires transfrontaliers français. Si aujourd'hui, le modèle de gouvernance le plus intéressant, c'est la coopération France-Luxembourg, parce qu'il se trouve qu'à un moment, vous savez, il y a une présidence tournante de l'Union européenne. C'est à chaque fois que les banques, vous avez vu, c'est le Suisse. Et il y a les institutions européennes aussi, notamment la Cour de justice. Et le Luxembourg a lancé avec la France en fait un projet dans le cadre du Fonds de cohésion européen et de la Direction générale cohésion sur la coopération transfrontalière. Et il y a un degré d'avancement qui est supérieur à ce qui se fait aujourd'hui avec la Suisse. N'oublions pas que l'une des principales frontières françaises, c'est aussi le Brésil et le Suriname, puisque la Guyane... Ah ben là, on a autre chose. Là, il vous emmène loin. Là. Mais nous avions, quand je travaillais sur ces sujets, la question de la Guyane était une question très très importante, parce que la frontière, c'est des écarts de PIB qui sont de 1 à 10 avec le Suriname et de 1 à 7 avec le Brésil. Et il y avait la question des orpailleurs clandestins, la question de l'immigration clandestine aussi, qui était une question très lourde. Donc effectivement, là, si on se compare, comme dit le dicton, on se console. On se console, voilà. Alors, juste une question, David, par rapport justement à votre retour d'expérience et cette comparaison que vous faisiez avec le Luxembourg. Là, on parle de phénomènes qui ont déjà commencé, enfin, on est sur un trend qui est amorcé depuis déjà des années et des années. Même en période de crise, la Suisse continuait à attirer des talents. On avait un point également de croissance sur ce territoire des Savoies par l'attractivité suisse, alors que de fait, les entreprises côté France étaient plutôt en train de plonger. Donc il ne s'agit pas uniquement de rattraper le retard, c'est à la fois rattraper le retard et prévoir ce qui va arriver dans les années à venir, même si le contexte géostratégique pose des points d'interrogation, mais on peut imaginer que la tendance continue. Comment conjuguer, arriver à faire les deux? Rattraper du retard, on le voit sur le logement, on le voit sur la mobilité, une infrastructure de transport public, ça se décide peut-être en quelques mois, et encore que, voilà, et ça se développe en des années et des années. C'est 10 ans à peu près pour faire... Voilà, donc est-ce que c'est imaginable? Et donc là... vous qui présidez justement cette nouvelle organisation, est-ce que c'est imaginable et à quelle échelle de temps on se projette pour résoudre quelque part les défis de ce territoire? Alors peut-être, Jérôme, tu peux exposer le quatrième défi maintenant, parce qu'en fait, il est très lié. C'est que la Suisse va consommer de plus en plus de travailleurs de ce côté de la frontière en raison de son vieillissement démographique, oui. Et de ses besoins, de la projection de l'évolution de ses besoins. Et ça va évidemment mettre ce territoire encore plus en tension pour les compétences qu'il ne l'est aujourd'hui. J'imagine qu'il y a des industriels parmi vous. Il y a cette bataille des compétences qui doit être menée parce qu'on a de plus en plus de mal à recruter des travailleurs qualifiés quand il y a cette zone d'attraction de l'autre côté de la frontière qui aspire beaucoup de compétences. Et donc là encore, pas de contraintes, pas d'obligations, mais une planification pour essayer de monter en puissance sur la formation, sur les compétences, sur la rémunération, pour garder aussi nos travailleurs qualifiés de ce côté de la frontière, parce qu'on va avoir un projet économique à soutenir dans les prochaines années aussi. Donc penser collectif, avec les Genevois. Oui, par la force des choses. C'est-à-dire, à mon avis, il faut essayer d'accompagner le mouvement. Les dynamiques sont tellement fortes que
on ne pourra pas forcément résister. Donc, dans les 4 défis qu'on avait listés, donc, David a évoqué celui de l'attractivité, comment on gère l'afflux de population. Il y en a 2 autres, sur la transition industrielle, la transition écologique, et puis aussi la question de la transition démographique, qui était notre 4e défi. On a une population suisse comme une population française qui vieillit, même si dans votre département, vous attirez pas uniquement des retraités, vous attirez aussi des actifs. J'ai parlé tout à l'heure des secteurs qui avaient tiré leur épingle du jeu de cette redistribution des cartes au cours des 40 dernières années. Donc on a parlé de la grande distribution, de la logistique et autres. Et puis, vous savez que l'actualité récente, parfois les scandales mettent le projecteur sur certains secteurs. Il y a un secteur qu'on appelle de manière assez euphémisée la silver economy, l'économie du vieillissement, du grand âge, avec les EHPAD et les maisons de retraite. Je vous donne quelques chiffres. Au début des années 80, on a 2500 EHPAD en France. On en a 7500 aujourd'hui. C'était multiplié par 3. Et ça va encore augmenter. Cette augmentation du nombre des EHPAD, là aussi, si on a une approche purement paysagère, la moindre petite ville française ou de Haute-Savoie, il y a la zone commerciale. En Haute-Savoie, encore une usine. Ailleurs, il n'y en a plus. Et puis, il y a l'EHPAD. L'EHPAD, ce sont des centaines de milliers de salariés qui travaillent dedans ou autour sur les aides à domicile, etc. Je disais tout à l'heure qu'on avait 400 000 chauffeurs routiers. On a 400 000 aides-soignantes en France. Et comme par hasard, le cariste, personne qui travaille dans l'anthropologistique, et souvent sa femme, je caricature, qui peut être aide-soignante ou auxiliaire de vie. C'était les profils types qu'on a retrouvés sur les ronds-points lors de la crise des Gilets jaunes. Ces populations-là, notamment dans tout ce qui est l'accompagnement du vieillissement, eh bien, on va avoir besoin de plus en plus de bras. Il y a des problèmes d'attractivité des métiers, parce que c'est des endroits où on paye assez mal. Et ça, c'est des problèmes nationaux. Mais vous avez en plus le vieillissement de la population suisse qui va venir drainer toute une partie de ses effectifs dans ce territoire suisse. Et donc, il faut se préparer aussi à cette question du vieillissement qui... On a vu les courbes tout à l'heure, hein. Il y a des choses qui sont assez prévisibles, d'autres qui le sont moins. Il y a un truc qui est hyper prévisible, c'est la démographie. Donc là, on sait déjà vers où on va aller, et donc il faut absolument essayer de anticiper ce choc du vieillissement et l'accompagner le mieux possible. Donc là, c'est toujours le défi de... Donc on les voit bien. Après, en termes d'accompagnement, là, je ne sais pas s'il y a d'autres solutions collectives. Vous évoquiez beaucoup les collectivités et les solutions que peuvent piloter les élus. Quelle est la place de la société civile pour justement... Et là, on a un parterre de chefs d'entreprise qui aiment bien prendre leurs décisions et justement être autonomes et parfois jouer en collectif également pour justement aller plus loin ensemble. Quelle est justement l'articulation entre... de fait, les collectivités, l'administration et par ailleurs la société civile. Alors, sur le défi spécifique du vieillissement, d'abord, il faut qu'on puisse avoir suffisamment de travailleurs pour nos propres EHPAD et nos propres infrastructures. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et évidemment, la question, c'est celle de la rémunération, parce que quand vous rentrez dans ce secteur, en général, vous êtes à temps partiel subi et vous êtes un peu cloué au SMIC. Alors, quand on commence au SMIC, quand on est aidante ou aide-soignante, c'est compréhensible. Mais qu'on y soit encore, comme c'est le cas de certaines femmes que j'ai rencontrées 20 ans plus tard, ça ne l'est pas. Il n'y a quasiment aucun autre secteur, à part peut-être le monde de la logistique, justement, voilà, dans lequel on a cette stagnation salariale. Donc il faut construire des plans de progression salariale qui vont de pair aussi avec des plans de formation et avec un regard différent de la société, un regard qui doit évoluer sur ces métiers, parce que ce sont des métiers d'altruisme, ce sont des métiers d'aide, de service de l'autre. Et de ce point de vue-là, la différence entre la silver economy suisse et la différence entre la silver economy française n'est vraiment pas à notre avantage. C'est une coopération entre le public et le privé. Ce que peut faire l'État, c'est évidemment relever ses prix de journée, ses tarifs horaires, parce que vous savez que pour ce qui concerne le soin et la dépendance, ce sont des tarifs qui sont réglementés par la puissance publique. Donc il y a la question du relèvement des prix de journée ou des tarifs qui est envisageable. Et pour le secteur privé, je crois que les EHPAD, tous les acteurs de la silver economy ne sont pas arrivés, à mon avis, à la maturité de leur modèle économique. On est soit sur des grands groupes qui sont vraiment dans une gestion très comptable, au centime près, presque centimière,
de leur business model, soit au contraire sur des structures plus associatives. Mais dans les deux cas, en réalité, on n'a pas la maturité d'un modèle économique qui permet à la fois d'avoir de la qualité de soins, de l'individualisation, de l'accompagnement et en même temps une forme de performance. Il y a une économiste que je connais bien qui s'appelle Michel de Bonneuil qui avait conçu le plan Borloo qui disait ces secteurs de services à la personne doivent faire leur choc de productivité. C'est-à-dire qu'ils doivent se repenser pour être plus productifs et pour arriver à faire ce que l'industrie a su faire dans les années 60 avec l'organisation scientifique du travail. Je précise tout de suite que faire le choc de productivité, ça ne veut pas dire tomber... Trois couches par jour. Non, voilà, ça ne veut pas dire tomber dans les horribles traitements qui ont été décrits dans le livre qui a fait scandale récemment, parce que ça, justement, c'est la gestion centimètre qui n'a pas réfléchi à l'évolution du modèle, mais c'est au contraire construire des stratégies d'entreprise pour essayer de trouver d'autres débouchés et d'autres sources de revenus. Je pense en particulier au fait qu'on privilégiera toujours le maintien à domicile par rapport à l'EHPAD. Et il y a toute une gamme de services, tout un bouquet de services qui vont de la téléassistance au jeu, en passant par la convivialité, etc., qui peuvent être développés par ces EHPAD, mais avec une projection en quelque sorte des salariés à domicile. Ça, c'est des pistes sur lesquelles certaines entreprises travaillent aujourd'hui. En tout cas, il y a une révolution presque industrielle qui doit se faire dans ce domaine. Et inversement, est-ce que justement, par rapport au regard que vous portez sur les territoires, notamment ruraux, où les familles sont restées composées, elles ne sont pas éclatées sur l'ensemble des territoires, est-ce que le télétravail n'ouvre pas d'autres perspectives où sur un périmètre, on évoquait tout à l'heure avant la préparation, on a nos enfants qui partent très souvent à l'étranger ou en tout cas s'éloignent de leur foyer familial et 10 ans après reviennent très souvent dans leur région. Est-ce que c'est un mouvement que vous constatez qui peut être pour partie une réponse à cette relocalisation au plus près, enfin à domicile, voire au plus près des aidants familiaux les plus âgés? Alors, je pense qu'il faut être assez lucide et assez prudent là-dessus. C'est-à-dire que si les EHPAD se sont développés, c'est aussi que nos modes de vie ont été ceux de la décohabitation. C'est-à-dire que la cohabitation sous un même toit de plusieurs générations, je ne pense pas qu'on va revenir vers cela. Et vous avez pour autant aujourd'hui 20% de la population française qui peut être considérée comme étant aidante, c'est-à-dire qui prend soin, alors pas forcément au quotidien et pas forcément sous son toit, soit d'une personne malade, handicapée ou âgée. Alors dans ces aidants, vous pouvez avoir les conjoints aussi. Mais donc tout ça existe déjà, mais l'idée selon laquelle on va revenir à un monde d'antan où les jeunes s'occuperaient des plus âgés à la maison. Non, pas aussi caricatural. Non. Mais le fait que vous évoquiez tout à l'heure, le télétravail, le fait qu'on ait des populations qui sortent des agglomérations pour trouver un confort de vie, un cadre de vie, alors bien évidemment avec les caractéristiques que vous évoquiez, peut ouvrir de nouveaux modèles de coopération pour accueillir... On a parlé de l'État qui doit faire évoluer sa politique tarifaire. On a parlé des entreprises du secteur qui doivent faire leur révolution industrielle. Je parlerai aussi des collectivités territoriales et de tous les acteurs de l'urbanisme. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, on est un peu, en France, prisonnier de l'alternative maison EHPAD. Et en réalité, quand on va dans d'autres pays qui ont été confrontés plus tôt que nous à ces problématiques de transition démographique, comme le Japon, actuellement la Corée du Sud, on voit qu'il y a tout un nuancier, tout un continuum, en fait, tout un parcours résidentiel qui peut être conçu pour la personne âgée. On va vieillir le plus longtemps possible dans son domicile. Ça veut dire qu'on va développer toute une infrastructure de domotique, de téléassistance, de systèmes qui permettent à la fois d'alerter s'il y a un problème, de recevoir de la visite, de recevoir du soin, de recevoir de l'aide, de jouer, de continuer à se cultiver, à se recréer, parce qu'on n'est pas condamné à vieillir seul, à ne rien faire, à part regarder la télévision. Ensuite, il y a des solutions d'urbanisme originales. Les résidences services seniors, qui ne sont pas vraiment en fait des EHPAD, qui sont plutôt des résidences, des petits bungalows, résidences individuelles, mais groupées avec des bouquets de soins qui sont mutualisés et qui permettent un vieillissement dans de bonnes conditions sans tomber dans l'EHPAD. Les colocations intergénérationnelles qui se développent. On a aujourd'hui une population de plus de 65 ans qui a beaucoup plus de patrimoine, et notamment immobilier, que les jeunes actifs qui démarrent dans la vie.
et en particulier les étudiants. On peut imaginer notamment dans les métropoles d'avoir des systèmes un peu plus massifiés de colocation intergénérationnelle où l'étudiant est domicilié gratuitement chez la personne, mais en échange lui fait les courses, s'occupe d'elle, prend soin. Et si vous voulez, et vous avez ensuite les quartiers intergénérationnels. Il y a une petite ville que je connais bien en banlieue de Dijon qui s'appelle Saint-Apollinaire, dans laquelle le maire, qui était confronté à ce défi du vieillissement, c'était une banlieue ouvrière de Dijon, mais les ouvriers ont vieilli, les usines ont fermé, les ouvriers ont vieilli. Et donc, confronté à ce défi du vieillissement, il a dit je vais réinventer l'urbanisme autour du dialogue des générations. Et donc, il a mélangé les aires de jeu, les centres aérés, les jardins d'enfants avec les habitats seniors ou les résidences services seniors destinés aux personnes âgées. Et ça crée du lien social. Donc, c'est une autre façon d'envisager le vieillissement, beaucoup plus conviviale, beaucoup plus intelligente. Donc il y a de l'ouverture, il y a des perspectives qui peuvent s'inventer. Bien sûr, mais on est très en retard en France sur ces sujets. Sur la partie santé, donc sur la partie également logement, qui est une vraie problématique également, ou il y a deux autres enjeux également que nous avons évoqués, qu'on a juste esquissé, c'est la transformation du modèle industriel et également le modèle touristique. Est-ce que vous pouvez... Oui. Alors peut-être sur le modèle industriel, encore une fois, on est dans un département qui a la chance d'avoir conservé une base industrielle importante. À peu près 25% de votre activité économique dépend toujours de l'industrie. Contrairement à un département voisin, tous les œufs n'ont pas forcément été toujours mis dans le même panier. On n'est pas sur un département de grande industrie. Donc ça, c'est une force. Et donc on peut aller regarder des territoires qui sont un peu similaires, comme celui de la Vendée, qui a aussi un taux de chômage très faible, aussi une base productive qui est encore importante. Il y a des racines historiques à tout cela, territoires où l'empreinte du catholicisme a été forte, des territoires périphériques où on a appris à se débrouiller tout seul, en tout cas à côté de l'État. Et tout ça a créé un ADN particulier autour de la coopération, du mutualisme, de l'entraide, notamment dans les réseaux entrepreneuriaux, avec la capacité, je pense notamment à un bassin d'emploi comme celui des herbiers, à décloisonner les relations entre filières économiques et même entre filières industrielles. Donc ne pas penser vertical, mais horizontal. Voilà. Et donc on va faire le décolletage et rien que le décolletage et le reste du monde. Et donc voir comment on peut travailler ensemble. Sur ce bassin des herbiers, vous avez une très très grande variété d'industries qui sont présentes, agroalimentaire, ameublement, industrie plus métallurgique et autres. Et on réfléchit ensemble à des espèces de formes de synergie. Autour aussi de la question de l'économie circulaire. Comment tout ça peut se faire. Juste une insiste par rapport à ça. Les pôles de compétitivité sont plutôt en logique verticale, si je me trompe, ou les clusters. Alors, c'est des choses un petit peu différentes. Et là, c'est plutôt, j'allais dire, une émanation de notre modèle français, c'est-à-dire comment on organise tout ça depuis en haut. Moi, je pense qu'il y a des choses à faire, et donc c'est aussi la force des territoires comme les vôtres qui ont une forte identité. C'est comment, et vous en êtes la preuve ce soir, on arrive à croiser les regards et on commence à faire travailler ensemble sur une logique territoriale des personnes. Donc on casse les silos. Comment on arrive à casser les silos? Alors encore une fois, il y a des endroits où il n'y a plus de silos, donc c'est vite vu. Là, vous en avez encore pas mal. Et il y a cette identité, cet attachement au territoire qui, à mon avis, assez comparable à ce qu'on peut trouver en Vendée. Pendant la crise Covid, en Vendée, par exemple, vous savez qu'il y a eu certaines filières industrielles qui étaient fermées et d'autres qui ont continué à tourner. Et on était déjà au plein emploi dans ces territoires-là. Eh bien, il y a eu des prêts de salariés d'une entreprise à une autre, en disant, voilà, est-ce qu'il y a des gens qui sont volontaires pour aller bosser dans telle entreprise, etc., sur une logique de bassin d'emploi. Coopération aussi dans l'innovation, en disant, on n'a pas forcément des milliards à mettre en R&D, mais est-ce que dans nos territoires respectifs et communs, on peut fédérer nos efforts. Alors, j'ai dit tout à l'heure casser les silos sectoriels. Peut-être aussi chez vous, vous regardez du côté de la Suisse, peut-être regarder aussi du côté de la Savoie. Je sais que c'est un peu un gros mot des fois, mais il y a peut-être des choses qui sont pas les mêmes, intéressantes à se faire de ce côté-là. Et encore une fois, même si on a un État qui se veut stratège et planificateur,
force est de constater qu'aujourd'hui, les territoires qui s'en sortent le mieux en France sont ceux qui avaient intrinsèquement une vision et un tissu entrepreneurial qui était assez dynamique. Et donc ça, je pense qu'il faut que vous le cultiviez comme la prunelle de vos yeux, c'est-à-dire avoir ce tissu-là, mais peut-être arriver à chasser davantage en meute, à travailler ensemble et à se fixer des objectifs pour comment voilà, on aboutit à davantage d'économie circulaire. J'étais l'autre fois avec le maire de Dunkerque, donc en termes d'industrie, ils sont encore plus forts que vous. Et quand il a pris ses fonctions, il y a une dizaine d'années, il s'est rendu compte que le patron de la centrale nucléaire, le patron d'Arcelor, le patron du port et des principales industries qui étaient toutes à quelques kilomètres les unes des autres, personne ne se connaissait, personne ne s'était jamais parlé. Parce qu'à la fin de la première réunion qu'il a faite ensemble avec eux, il a vu que tout le monde s'échangeait les cartes de visite en disant mais ces mecs ne se connaissent pas alors qu'ils travaillent sur le même bassin le même bassin de travail. Et aujourd'hui, le port de Dunkerque est pionnier dans tout ce qui tourne autour de l'économie circulaire, avec par exemple des réseaux de chauffage, en disant voilà, il y a de l'eau chaude qui est produite dans tel endroit, qui va être utilisée pour, etc., etc. Et donc cette capacité à penser en réseau va être absolument essentielle dans les années qui arrivent. Alors Dunkerque, ils ont du boulot parce que c'est 20% des émissions de gaz à effet de serre de l'industrie française. Hein. Voilà. Bah oui, tout le monde est... Oui, Arcelor, quand même. Donc, ce qu'on retient par rapport à ce que vous venez de dire, c'est que donc aujourd'hui, en effet, le chasser en meute, les industriels, les différents secteurs d'activité économique sont structurés pour chasser en meute, mais plutôt en logique filière. Par contre, pas en transverse, en tout cas assez peu en transverse, sauf quelques exemples. Et ce que vous évoquez là est assez intéressant, hein, open innovation, penser en transversalité. Notamment en allant s'inspirer sur d'autres territoires pour justement trouver des façons de coopérer et de bâtir. Et de votre côté, David, est-ce que... Alors plusieurs choses pour compléter ce que vient de dire Jérôme. D'abord, le modèle qu'il indique est celui des herbiers. C'est un modèle qui est assez peu familier en France, où effectivement on a toujours privilégié dans l'après-guerre une logique d'intégration verticale par grandes filières, avec des grands groupes souvent nationalisés, l'EDF, les Charbonnages, la SNCF, etc. La Régie Renault. La Régie Renault qu'on connaît bien ici. Et ces grands groupes étaient des donneurs d'ordre en fait, qui faisaient travailler la Régie Renault par exemple en 1975, c'est 1800 sous-traitants sur le seul territoire français, 75 000 emplois. Donc c'est absolument énorme, au-delà même de Billancourt et des usines Renault elles-mêmes. Mais le modèle auquel fait référence Jérôme, c'est le modèle du petit district industriel, qui est beaucoup plus familier du nord de l'Italie, mais qu'on va trouver en France dans quelques success stories. Donc il y a les herbiers en Vendée, bien sûr. C'est lié, il faut le dire, à une certaine culture de capitalisme familial, au catholicisme aussi, et au fait que ça crée un attachement communautaire au territoire. C'est lié à la coopération, qui est très ancienne, parce que c'est un territoire qui, par son histoire très particulière, a longtemps cultivé une forme de méfiance vis-à-vis du pouvoir central et par contrepoint, en quelque sorte, développé cette culture de se serrer les coudes. Et tous les territoires qui ont réussi sur ce modèle-là, je pense à Vire, je pense à Vitré, je pense à Figeac dans le Lot, où il y a des sous-traitants de l'industrie aéronautique, c'est des territoires où des réseaux d'entrepreneurs, d'élus, c'est pour ça que le réseau Entreprendre, c'est important, ont réussi à créer cette soudure, cette culture commune, cette cohésion, qui fait qu'on se retrousse les manches ensemble, on est une équipe, et on essaie ensemble, en quelque sorte, de résoudre les problèmes. Et ça se traduit par des choses effectivement très concrètes, la mutualisation de certains services, y compris dans des entreprises qui n'opèrent pas sur les mêmes secteurs. Ça se traduit par le coopérativisme, c'est-à-dire que sur certaines verticales, parfois on va trouver des solutions coopératives, notamment pour l'export. Hein. On peut être une PME, on peut être une ETI et on peut être extrêmement performante à l'export. Mais pour ça, il y a besoin d'un accompagnement. Et cet accompagnement, ce n'est pas simplement l'État, Business France ou je ne sais quoi, c'est aussi les réseaux justement d'entreprises dans le même secteur qui se structurent, qui se fédèrent et qui forment l'équipe de France de l'export en quelque sorte. Et ça, c'est un modèle, un pattern qu'on voit à la fois sur les herbiers, sur Vire, sur Vitré, sur Figeac, et au fond, dans la vallée de l'Arve, on voit qu'il y a des fonctionnements qui sont un peu similaires, qui sont déployés aujourd'hui. Tout à fait. C'est également une solution pour aborder les défis écologiques. Alors, j'allais venir aux mauvaises nouvelles. Effectivement, l'industrie automobile, et je viendrai aussi sur le tourisme, c'est une industrie qui est très vulnérable au choc.
elle est très vulnérable au choc parce que, évidemment, on achète des voitures dans le monde entier. Il est loin ce temps dans les années 60 où Fiat produisait des Fiat en Italie et qui étaient achetés par des Italiens. Renault produisait des Renault en France qui étaient achetés par des Français. Non, aujourd'hui, c'est made in world et c'est bought in world. C'est-à-dire qu'on fabrique des voitures par assemblage de choses et de sous-traitants qui sont disséminés un peu partout dans le monde et on les vend sur les marchés mondiaux et on est en compétition internationale. Et effectivement, le contexte actuel n'est pas bon pour l'industrie automobile. Il n'est pas bon parce qu'il y a eu évidemment la crise Covid. Il n'est pas bon parce que la situation russe, la guerre en Ukraine, la guerre d'agression qu'a menée Vladimir Poutine en Ukraine est une catastrophe pour le groupe Renault, notamment. Et ça aura forcément des conséquences sur la sous-traitance. Et il n'est pas bon non plus parce que, évidemment, la transition vers le véhicule électrique, la sortie progressive du véhicule thermique, qui commence à être anticipée maintenant, qui commence à faire l'objet d'une stratégie, mais qui a longtemps été un peu approximative, avec des constructeurs automobiles français qui n'ont pas été toujours proactifs, comme Tesla, par exemple, a su l'être aux États-Unis, eh bien, va poser des problèmes redoutables. Alors, ça posera des problèmes redoutables si on ne fait rien, parce que moi, je suis persuadé qu'on peut utiliser ces défis comme un levier, justement, pour rebondir. Si on ne fait rien, c'est un cabinet de conseil qui a travaillé sur la vallée de l'Arve. 15 à 30% des effectifs, aujourd'hui, dans la vallée de l'Arve, dans le décolletage, dans l'usinage de précision, dans la mécanique de précision, de pointe, sont menacés. Et ça représente au total 90 000 emplois directs ou indirects. Donc ça veut dire qu'un territoire qui aujourd'hui est grand gagnant à la pointe peut se retrouver assez vite. Et ces choses-là arrivent assez vite quand on voit ce qui s'est passé dans le quart nord-est dans les années 80. La Lorraine, c'était la championne de France dans les années 70. Aujourd'hui, c'est une région à la traîne. Hein. Les restructurations peuvent arriver vite. Et donc, évidemment, là, ça nécessite de la planification. Et quand je dis planification, il faut que vous ayez bien en tête que ce n'est pas... le Gosplan. Le Gosplan, hein, ce n'est pas un État qui va dire il faut faire ci, il faut faire ça, parce que ça ne marche pas. Mais c'est la coopération entre des acteurs qui ont des compétences très différentes, évidemment les sous-traitants, les décolleteurs, ceux qui connaissent le métier, mais aussi des acteurs publics, des investisseurs, des gens qui sentent le marché, qui savent dans quelle direction tout ça va évoluer, parce qu'il y a une vraie bifurcation qui doit être faite. Et si, vous l'avez dit tout à l'heure, les véhicules électriques sont moins gourmands en procédés de décolletage, en usinage de précision. Si on est juste sur une stratégie où on dit on va juste faire pivoter tout ça vers le véhicule électrique, il y aura de la destruction. Il ne faut pas se mentir, la transition écologique, dans un certain nombre de secteurs, elle va amener de la destruction. Par contre, s'il y a un pivotement qui se fait, parce que c'est des procédés qui peuvent être élargis, étendus à d'autres secteurs qui demain vont être au cœur de la France industrielle. Je pense évidemment au médical et au paramédical, à la robotique médicale, à tout ce qui touche à l'équipement médical. On parlait de la silver economy tout à l'heure. L'énergie, la transition énergétique, ça va être des infrastructures extrêmement lourdes sur le territoire français. On a annoncé la mise en chantier de 6 EPR, mais il va y avoir aussi de l'éolien offshore, de l'éolien onshore, de la méthanisation, un certain nombre d'infrastructures lourdes qui peuvent être consommatrices de ces procédés de mécanique de précision et de décolletage. On peut imaginer aussi que dans l'agroalimentaire, certaines de ces techniques soient pertinentes. Donc il faut vraiment faire ce travail en fait, de bifurcation pour sortir au fond de cet ajustement et de cette transition plus fort et plus grand. Moi j'ai un exemple que j'aime beaucoup, c'est à Thiers dans le Puy-de-Dôme. Parce que l'industrie, vous le savez mieux que quiconque, ça s'appuie sur des savoir-faire qui sont parfois des savoir-faire très anciens. À Thiers, dans le Puy-de-Dôme, on a de la coutellerie depuis le XIVe siècle. Il y a des artisans qui fabriquent des couteaux qui sont des affûteurs de lames depuis le XIVe siècle. Donc il y a eu la grande époque de la coutellerie française au XIXe siècle et au XXe siècle, et où là, Thiers était un territoire qui cartonnait. Et puis évidemment, les couteaux cheap asiatiques sont arrivés sur le marché, et là, ça a été le début du déclin. Et il y a eu un travail qui a été fait par les industriels, aidés par des consultants, avec les élus locaux, avec toute une série d'acteurs, pour savoir comment est-ce qu'on se repositionne. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont gardé leur savoir-faire, parce qu'il faut garder les savoir-faire. Le décolletage, c'est un savoir-faire extrêmement rare, extrêmement précieux, extrêmement demandé. Ces savoir-faire, il faut tout faire pour les garder, parce qu'une fois qu'on les perd, par contre, c'est des siècles d'accumulation qui partent en fumée. On l'a vu avec ils ont gardé ces savoir-faire, mais ils se sont repositionnés, et ils sont allés sur quoi? Un peu sur le haut de gamme,
mais le haut de gamme, parfois, c'est une solution trop rapide. On dit toujours la France va se repositionner sur le haut de gamme. Tintin. C'est parfois un peu trop facile de dire qu'on va se repositionner que sur le haut de gamme. Non, ils sont allés sur les instruments de chirurgie de précision. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a plus le bon vieux bistouri et le bon vieux scalpel comme on avait au 19e siècle. On a toute une gamme d'instruments coupants pour la chirurgie. Et ils se sont dit, nous, on a des savoir-faire dans la coutellerie, utilisons-les dans ça. Eh bien, c'est une success story. Ça suppose évidemment un effort de formation. Ça suppose que les acteurs publics soient au rendez-vous. Alors, vous le savez, il y a les banques aussi. Et les banques, bien sûr, y compris BPI et autres. Je fais passer des messages. Il y a les 300 millions d'euros du fonds de modernisation et de diversification, mais c'est évidemment pas suffisant. Et je veux dire, des crédits publics ou privés, c'est important, c'est fondamental. Et moi, je trouve quand même que, pour le moment, les partenaires sont plutôt au rendez-vous. Mais le jus de cervelle, le travail en équipe, l'anticipation, la planification, c'est le nerf de la guerre. La transversalité également. Et la transversalité, bien sûr. Ouais. Alors, je vois l'heure tourner, il est 20h15. On devait clôturer à 20h pour permettre le jeu de questions-réponses avec la salle. Il faut qu'on parle du tourisme. Et oui, il y a le tourisme et les enjeux écologiques également. Donc, c'est pas important chez vous, le tourisme. Voilà, on est parti pour encore une demi-heure. Peut-être, nos chers présidents peuvent avoir le chrono en main par rapport à cela. Peut-être que donner la parole à la salle également pour vous interpeller sur ces questions des enjeux touristiques et écologiques. Alors vraiment 2 mots, mais 2 mots, pas en 10 minutes. Alors, la problématique du tourisme, ici, c'est 15% de l'emploi salarié privé. Et c'est intéressant parce que c'est la même chose que l'industrie, c'est très vulnérable au choc extérieur. C'est très vulnérable au choc extérieur, pourquoi ? Parce que, j'ai le chiffre ici, sur 34,7 millions de nuitées en 2019, donc on prend l'année avant Covid, parce qu'après ça part en vrille. Sur les 34,7 millions de nuitées, on a 50% de nuitées françaises, donc des touristes français. Donc ça veut dire qu'on a une exposition en fait à la clientèle extérieure, pour peu qu'il y ait des restrictions aux frontières, des passes sanitaires, qui est très forte. Brexit. Exactement. Et d'ailleurs, tu ne crois pas si bien dire, parce que sur les étrangers, quand on prend les étrangers, 25%, les hôteliers, s'il y en a parmi nous, le savent, la clientèle anglaise est extrêmement significative. On a aussi 2% de Russes, pour l'anecdote, mais très localisé. Voilà, ils consomment pas mal. C'est ça. C'est-à-dire que c'est 2% en nuitée, mais c'est sans doute pas 2% en volume monétaire. Je n'ai pas, malheureusement, les volumes monétaires à vous donner. Donc, on voit qu'on a cette vulnérabilité vis-à-vis de l'extérieur. Et cette vulnérabilité, elle est accrue par le fait que le tissu hôtelier, et là c'est pareil pour la Savoie et la Haute-Savoie, c'est ce qui a fait sa force et sa résilience, c'est que c'est de l'actionnariat familial. C'est de la transmission familiale. Parfois, on est hôtelier sur 1, 2, 3, 4 générations. Sauf qu'on a une infrastructure qui est parfois un petit peu vieillissante, qui n'a pas toujours fait les gains de productivité, justement parce qu'il n'y a pas eu ce travail de concentration qui a été à l'œuvre dans d'autres secteurs. Et c'est en même temps ce qui fait le charme, la force de cette hôtellerie-là. Mais on a des consommateurs anglais, allemands, etc., qui sont allés en Suisse ou en Autriche durant les saisons où ils n'avaient pas accès à la France et qui ont parfois vu la différence de standing. Et ça, malheureusement, ça aura des répercussions. Donc il y a des investissements. Et là, c'est un travail public-privé qui doivent être faits dans la modernisation, dans la concentration éventuellement. Et puis, évidemment, pour pas être trop long, parce que je vous sens bouillir, je vous sens en colère, pour pas être trop long, évidemment la transition écologique, vous savez que d'ici 20 ans, en dessous de 1800 mètres, la neige, fût-elle artificielle, il ne faudra plus y compter, parce que la neige artificielle, ça existe certes depuis les années 80, mais quand la température se réchauffe, ça ne sert à rien. Donc vous voyez, vous avez des stations qui sont des stations blockbusters dans ce département, comme le Grand Bornand dont je parlais tout à l'heure, comme la Clusaz, etc., qui vont se retrouver en difficulté. Il ne faut pas se cacher les choses. Il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. Il y a 2 solutions, parce que l'avantage du Grand Bornand, par exemple, c'est qu'on est sur des altitudes où on peut monter très haut, on peut monter jusqu'à 2000 mètres à peu près. Donc la première opportunité, c'est de remonter les infrastructures. Donc là, il y a un travail de dentelle qui doit être fait par la Compagnie des Alpes, par les investisseurs publics, privés, etc. Là encore, planification. Et puis évidemment, pour les stations un peu plus en difficulté, celles qui sont en dessous de 1600, il va falloir penser la bifurcation. Donc ça veut dire enlever peut-être les remontées mécaniques, remplacer ça par de la luge, par du ski nordique, peut-être par, là où il y a de la neige évidemment, par de l'écotourisme. Et donc ça veut dire évidemment un investissement majeur de la part des acteurs du tourisme dans la réorientation et la réaffectation. C'est des défis qui sont passionnants mais qui sont titanesques,
qui sont lourds de risques, qui sont lourds de menaces, mais qui peuvent être relevés, encore une fois, coopération, planification, anticipation, prospective, investissement public et privé. Il ne faut pas avoir peur d'investir. On est parfois sur des formats familiaux où on est un peu... c'est le bas de laine, c'est la logique du bas de laine qui prévaut. Moi, je crois qu'il faut investir dans cette période parce qu'on en ramassera les dividendes à l'avenir. Ouf. Vous pouvez applaudir. Hein. Merci beaucoup, merci. Alors, à vous la parole, à vous les questions. Je pense que vous pouvez les interpeller sur les sujets qui vous préoccupent, sur ce qui vous percute, entre guillemets, dans vos activités, ou ce qui vous questionne par rapport à ce territoire que vous connaissez bien. Voilà. Est-ce que je ne sais pas si l'éclairage peut basculer un tout petit peu pour qu'on puisse davantage voir la salle. Et est-ce que... Voilà, merci Isabelle, vous avez Isabelle qui a un micro là, et Christine qui est également là-bas, pour distribuer les micros. Voilà, super, merci beaucoup. Qui veut se lancer sur... ou qui a une question, une réflexion, une remarque même, pour partager ce que... questionner nos experts. Alors, je vais vous demander simplement de vous lever et de vous présenter et, le cas échéant, votre activité. Bonjour, donc Delphine Durand. Moi, je suis dans la vente à emporter produits locaux. Ma question était plutôt plus générale, pas par rapport à l'activité, mais vous avez parlé du recrutement et des difficultés du territoire à recruter compte tenu de l'attractivité de la Suisse. Est-ce qu'on peut imaginer que notre département innove aussi en attirant des autres régions, même si on ne sera pas aussi compétitif en salaire que la Suisse? Est-ce qu'il y a moyen de jouer, entre guillemets, notre désirabilité et d'attirer finalement des compétences qui sont ailleurs en France pour la Haute-Savoie? Attractivité des compétences, qui répond Jérôme. Vous voyez la carte? Vous êtes, voilà, excusez, c'est pas que les cadres qui avaient le fantasme de travailler au pays des vacances. Ça peut être aussi d'autres types de collaborateurs. Et donc, il y a sans doute aussi, il y a deux choses à faire, je pense, pour les faire venir. Là aussi, c'est le collectif. C'est d'une part, peut-être encore promouvoir davantage votre territoire, pas uniquement comme un lieu où on part en vacances, mais un lieu où on vit et on vit bien. Et puis, une fois qu'ils vont être là, bon, ça, c'est votre responsabilité, c'est de les payer correctement. Mais ensuite, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est qu'ils puissent se loger. Et donc ça, c'est un vrai sujet. Ce qui est connu un petit peu historiquement chez vous, et que ça monte en puissance, c'est la question de l'hébergement des saisonniers. Mais on a aussi la question de l'accès à l'immobilier, au logement, pour un certain nombre de catégories de salariés ou de collaborateurs. Parce que si on dit, voilà, il y a le lac, il y a les montagnes, j'ai un relativement bon salaire, mais tout part dans le logement, donc il y a une vraie question. Donc il y a des choses, mais encore une fois, vous avez la chance d'être dans un territoire qui est attractif, qui est connu, qui dispose d'une image qui est importante. Vous travaillez dans le secteur des produits locaux, des produits régionaux, je pense que c'est un bon label, les produits de vos régions. Ensuite, il faut créer les conditions d'accueil, parce que, à mon avis, ce public, il est déjà en marche, là. Il est en train déjà d'arriver chez vous. Il faut faire en sorte qu'il reste, qu'il ne parte pas en Suisse. Et donc, il y a la question, de mon avis, qui est centrale, c'est le prix du logement. Si je peux dire un mot pour compléter sur les compétences, parce qu'on dit qu'il n'y a pas de chômage, mais en fait, c'est un chiffre macro qui masque la réalité de secteurs qui sont, pour certains, en tension et n'arrivent pas à pourvoir des emplois. On manque de soudeurs, on manque d'électromécaniciens. Dans la mécanique de précision, il y a des emplois qu'on n'arrive pas à pourvoir. Et ça, je crois qu'il y a une responsabilité à la fois des acteurs privés et des acteurs publics pour, en quelque sorte, identifier vraiment très précisément, et aujourd'hui on sait le faire avec les algorithmes, etc., les besoins du territoire, et pour construire des solutions type école de production. Je dis bien type école de production parce qu'il y a d'autres solutions qui existent. Il y a le projet Cœur de territoire aussi qui a été lancé par le Conservatoire national des arts et métiers, qui dissémine partout sur le territoire français des offres de formation qui sont ajustées aux besoins du bassin d'emploi à partir d'une analyse data des besoins de formation. Et ça, c'est un vrai sujet parce qu'on continue à former trop de gens à des compétences qui ne sont pas aujourd'hui en tension, tandis que des métiers en tension n'arrivent pas à trouver
des salariés compétents et motivés. Merci. Autre question? Alors, je vois 2 mains qui se lèvent. À gauche, oui. Alors, je vous en prie. Bonsoir Emmanuel Delabrosse, moi je suis dans la propriété intellectuelle. J'ai une question par rapport à ce que vous avez évoqué sur la collaboration avec la Suisse et les bonnes pratiques qui peuvent venir du Luxembourg, avec un peu des craintes par rapport aux difficultés d'harmonisation, de collaboration politique, ne serait-ce qu'entre les politiques en France, pour faire en sorte d'avoir des décisions cohérentes avec la Suisse et un bon contact avec la Suisse. Si vous avez des bonnes pratiques à partager, à mon avis, elles sont les bienvenues. Quel modèle de gouvernance? En fait, longtemps, la coopération transfrontalière, c'était une coopération diplomatique, ce qui est absurde en fait. C'est-à-dire qu'il y avait un diplomate à la préfecture des Hautes-Pyrénées, par exemple, qui était chargé des relations avec l'Espagne. Et donc ça crée des médiations inutiles. Et ce qu'il faut, c'est construire des organes de gouvernance communs qui se réunissent de manière hebdomadaire et qui règlent tous les problèmes ensemble. Et autour de la table, il faut qu'il y ait en fait, par exemple, France-Luxembourg, parce que je connais un peu le sujet, il y a le département de la Moselle, il y a le Grand-Duché, l'administration du Grand-Duché, et en fait, il y a des sortes de copiles qui se tiennent sur les différents sujets, donc mobilité, protection sociale, attractivité, sécurité aussi. Et en fait, ça doit être presque comme de la coopération entre 2 collectivités territoriales françaises. Ça ne doit plus être du ressort de la diplomatie, ça doit être du ressort de la coopération. Parce que ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure, c'est qu'il n'y a pas de périmètre pertinent. Donc il faut aussi sortir de la logique haute-savoyarde, stricte. Savoie-Mont-Blanc, la montagne, c'est un bien commun qui dépasse la césure entre les 2 départements. La question de l'eau, c'est une question qui est une réalité géologique. La question de la formation, c'est souvent à l'échelle d'un bassin d'emploi. Donc en fait, il faut qu'on ait une beaucoup plus grande souplesse dans les coopérations et dans les gouvernances et qu'on réponde à chaque problème à l'échelle pertinente avec des alliances, y compris des alliances entre acteurs qui n'ont pas forcément l'habitude de travailler ensemble. Et donc il y a forcément l'État et les collectivités publiques qui doivent se remettre en question parce qu'elles sont trop stratifiées, trop rigides. On est trop souvent dans des querelles de compétences. L'agglo dit « ah bah c'est pas nous, c'est la région dit « bah non, c'est le département, c'est machin », et on ne sait plus qui fait quoi. Donc il y a ce travail de souplesse, de déverrouillage des alliances qui doit se faire au niveau des collectivités publiques. Mais les acteurs de la société civile, les acteurs privés doivent aussi balayer devant leur porte. Ils doivent se structurer mieux. Ils doivent devenir des vrais co-constructeurs des politiques et pas juste être des gens qui attendent ou qui se plaignent ou qui disent « attendez, on a un problème, réglez-le ». Parce qu'il y a cette culture en France aussi de toujours attendre tout de la puissance publique ou de l'État et de dire on va construire des coopérations vraiment sur pied d'égalité entre acteurs privés et acteurs publics et on va construire ensemble les solutions parce qu'on a chacun une pièce du puzzle. C'est vraiment vers ça qu'il faut aller. Et là, pour le coup, vous avez raison, il faut s'inspirer de la Suisse. Merci. Jean-Pierre. Oui. Jean-Pierre, ouais, originaire de Figeac, et je suis un peu dans le tourisme. Effectivement, dans la région, l'immobilier est un vrai problème. Est-ce que vous auriez des bonnes pratiques ou des choses qui sont intéressantes, qui pourraient s'appliquer ici, ou effectivement, il semble que c'est de plus en plus difficile de construire, et puis on a de plus en plus de besoins. Donc, est-ce qu'il y a des choses qui pourraient se faire dans ce sens-là? Alors, c'est la question à 1 million, là. Voilà. Donc ça fait combien de mètres carrés? C'est pas beaucoup, je pense. Non, même pas un petit 100 mètres, hein. Ouais, Là, sans vue la merde. Un studio. Voilà. Au Grand Bornand pour... non, on a vu tout à l'heure quand même qu'il y a des réminiscences de notre vieux modèle français, notamment sur cette loi zéro artificialisation. Vous discutez avec n'importe quel élu local aujourd'hui en France, il dit c'est une aberration, on n'arrive pas. Alors en plus, vous avez ici loi montagne ou loi littorale, fromage et dessert. Donc c'est très compliqué. Et donc là, ça ne dépend pas forcément des acteurs privés. Donc il y a, à mon avis, des activités de lobbying à mener auprès des pouvoirs publics pour leur faire toucher du doigt
la réalité de la situation. Donc j'ai pas de baguette magique à vous proposer, si ce n'est que de dire, bon, va falloir sans doute regarder le carcan. Regardez ce qui s'est passé il y a quelques mois maintenant, quand la ministre du Logement a dit, et on peut le comprendre intellectuellement, que le modèle maison plus jardin, c'était terminé. C'était un non-sens écologique, social et économique. Donc on a parlé tout à l'heure, de l'étalement urbain. Si je veux mon bout de jardin avec mon pavillon dans un territoire comme le vôtre, ça va être de plus en plus loin d'Annecy. Donc je suis de plus en plus dépendant de la voiture. Donc à 2 € le litre, ça va commencer à piquer. Bon, et donc de ce point de vue-là, la ministre n'avait pas tort. Le seul problème, c'est que là aussi, il y a des images rétiniennes. C'est-à-dire qu'elle est encore dans le modèle des années 80, qu'elle pense, elle, être dépassée. Sauf que 75% de la population française, quand on lui demande son idéal de logement, c'est la maison avec jardin. Et là où elle est un peu dépassée, c'est qu'on pourrait même rajouter dans le package la piscine. 3 millions de piscines individuelles en France. Donc là, il y a peut-être, je ne sais pas, pour le décolletage, des pistes d'avenir. Le secteur de la piscine... On a dit le décolletage, pas le décolleté. Hein. Voilà, le secteur de la piscine, je pense qu'il y a un vrai marché à prendre. Il y a 3 millions de piscines en France, c'est le 2e pays au monde le plus équipé après les États-Unis. Et réchauffement climatique aidant, les piscines sont en train de franchir le nord de la Loire. Donc ça va être très fort. Et pour ceux qui n'ont pas la place, parce que vous êtes dans des zones de montagne, l'extension aquatique du pavillon de Stéphane Plaza, s'il n'y a pas la piscine, vous mettre le jacuzzi ou le spa, qui est en train, là aussi, de cartonner comme jamais. Et donc, là aussi, on voit bien la schizophrénie française ou les contradictions. On a une population qui est plus sensible qu'avant à la question environnementale, mais quand elle a vu le choc Covid, elle a plus que jamais investi dans le modèle de la maison individuelle avec jardin, avec l'extension aquatique. Et donc ça, à un moment ou à un autre, le politique va se le percuter. Moi, j'ai discuté avec des responsables d'office HLM dans des départements de l'ouest de la France qui sont beaucoup moins tendus sur le plan de l'immobilier que vous, mais qui sont aussi contraints par ces règles-là. Et ils ont d'autres impératifs, aussi d'autres problématiques, notamment la redynamisation des centres-bourgs. Et donc, ils récupèrent parfois des maisons, des vieilles maisons, ils reconstruisent dedans des logements sociaux à la campagne avec un logement au rez-de-chaussée, un logement à l'étage. Il me dit que tous les logements au rez-de-chaussée, en logement social, trouvent preneur, mais qu'ils n'arrivent pas à fourguer le premier étage parce que les gens disent « je suis en appart, je ne suis pas en maison ». Donc, à un moment, nos politiques, même ceux qui sont un peu hors sol, vont venir au plancher des vaches, comme on dit chez vous. Et je pense qu'il y a des élections bientôt, donc il faut aussi faire entendre sa voix, notamment sur cette question des règlements d'urbanisme et d'urbanisation qui vont être, à un moment ou à un autre, totalement intenables. On se disait en aparté, tout à l'heure, on a eu la crise des gilets jaunes à 1,40 le litre. On est à 2 € là. Donc il y a un truc qui s'appelle l'élection présidentielle qui maintient le couvercle. Mais ça va ressortir dans les mois qui viennent, c'est évident. Sans parler du prix du gaz et de l'électricité qui explose donc, aussi. voilà. Et donc tout ça est lié sur cette question du logement. Et donc on peut comprendre la zéro artificialisation, mais il ne faut pas la faire de manière manichéenne et totalement centralisée, en disant qu'il faut ouvrir à la construction un certain nombre de territoires, sans quoi... Voilà. Sinon, on peut rééduquer la population, ça prend plus de temps en disant il faut arrêter avec les maisons. Sachant qu'en plus, celle qui vous dit de faire ça habite elle-même dans une maison. Donc voilà, en général, ça commence mal. Merci. Autre question. Je vois une main tout au fond. Oui, bonjour Cédric. Je suis dans le domaine de la distribution industrielle. Et moi, je suis foncièrement convaincu qu'une de nos opportunités, c'est la fusion des départements, et encore plus avec le poids de notre histoire. Mais je ne sais pas quelle forme ça pourrait prendre ou comment on pourrait aller vers ça, parce que les silos sont tellement bien ancrés, que ce soit dans tous les domaines, entre les deux départements, que je ne vois pas quelle forme ça pourrait prendre, quel pôle on pourrait avoir. Et parce qu'une fusion simple, pure et simple, on en parle tous les ans, mais je pense que ça se fera pas, quoi.
Comme je tiens à ressortir vivant d'ici, je laisse Jérôme répondre. Alors vous avez parlé du pôle. Après, il y a la question qui fâche, c'est où est la capitale dans l'univers. Bon, voilà. Et qui est le président? Et quel président? Blague à part, on a dit, hein, on a un vieux modèle très rigide au plan national. On a des spécificités locales et des identités qui sont fortes. Mais on a aussi des choses qui se passent. Regardez, pas très loin de chez vous, ce qui se passe avec la métropole lyonnaise, qui a pris les compétences du département sur son périmètre. Pour des gens qui ont été formés à l'école de l'administration française, c'était juste impensable il y a encore 15 ou 20 ans. Ça s'est fait. Regardez ce qui se passe en Alsace, où on a les deux départements, et ça se tirait un peu la bourre comme chez vous quand même, entre le 67 et le 68, qui ont fusionné et qui aujourd'hui demandent, la campagne présidentielle arrive à bon escient, qu'on recrée une collectivité alsacienne de plein exercice et qui ressorte du Grand Est. Il y a la question du droit à l'expérimentation, etc. Donc je pense que sur le cadre, historiquement, ce qui bloquait, c'était le cadre national qui ne voulait pas qu'on touche à la question des départements. David parlait de la Guyane. La Guyane est un département français qui est géré comme la Savoie, donc, alors qu'il y a des spécificités qui n'ont rien à voir. Voilà. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est plutôt localement que les freins sont puissants. Et donc là encore, vous êtes des entrepreneurs, vous avez un poids économique important. David a souligné les grands défis qui peuvent se profiler demain. Et donc se dire, est-ce que face à ça, on n'a quand même pas intérêt, vous en êtes convaincu, mais donc, du coup, essayer de faire passer les messages auprès des élus que vous êtes vous-même choisis. Merci. Autre question? Visiblement, ils n'ont pas voté ici pour... Ouais, c'est bon. Bonjour, Maxime Léger, moi je suis décolleteur. J'avais une question par rapport à l'industrie en Italie et en Suisse, un tissu de PME particulièrement développé. Le point commun qu'ils ont, c'est qu'ils n'ont pas d'impôt sur les droits de succession. Est-ce que ce ne serait pas la solution miracle, la suppression des droits de succession ? Par définition, il n'y a pas de solution miracle, en général. Il y a un ensemble d'actions patientes qui permettent d'améliorer la situation. Ce qui est certain, là vous parlez de la transmission d'entreprise, du coup, familiale. C'est ça que vous avez en tête. Oui, on a beaucoup d'entreprises familiales dans le tissu industriel. Donc moi, je suis personnellement favorable à ce qu'il y ait des droits de succession sur le patrimoine immobilier, mais la transmission d'entreprise, quand on est dans effectivement des entreprises familiales qui sont sur un modèle de long terme, et souvent les entreprises familiales, c'est des entreprises qui ont aussi une politique d'intéressement ou d'association des salariés qui est plus forte que les groupes d'actionnaires un peu anonymes ou détenus par des fonds d'investissement. Eh bien, je suis favorable effectivement à ce qu'on fluidifie et à ce qu'on simplifie la transmission, quitte à baisser les droits de succession. Moi, je suis pour des droits de succession forts sur l'immobilier parce que, si vous voulez, c'est du capital non productif. Hériter d'immeubles ou d'appartements entiers juste parce qu'on s'est donné la peine de naître, ça peut se questionner, surtout dans le contexte d'envolée des patrimoines et des inégalités de patrimoine qu'on voit aujourd'hui. En revanche, sur la transmission d'entreprise, tout ce qui peut stimuler la pérennité de ces modèles économiques qui ont fait leurs preuves, moi je pense que je suis plutôt favorable à une fluidification. De la même manière que, si vous voulez, je suis plutôt favorable à ce que les revenus de son travail soient moins taxés, et à l'inverse, à ce qu'on taxe davantage le capital non productif, le capital qui ne travaille pas, le capital qui dort. Voilà. Mais ça, c'est des convictions, j'ai envie de vous dire, économiques personnelles. Hein. Je vais juste répondre, parce que je suis expert comptable. Je vais répondre. Didier Damas, pardon. Est-ce que vous pouvez vous lever simplement? Oui. Je suis expert comptable, donc fiducial Annecy. Je suis aussi auditeur. Donc j'ai en charge pas mal d'entreprises dans le décolletage.
Sachez qu'en France, il y a énormément de mécanismes qui permettent d'éviter des droits de succession, en particulier de transmission d'entreprise, soit par rapport aux salariés ou soit par rapport à sa famille. Donc, il faut voir votre expert comptable. Il y a des... Et d'ailleurs, vous avez des cartes de visite sur vous. Non, même pas. Même pas. Non, Ce n'est pas un réseau business. Voilà. Aujourd'hui, il y a énormément de mécanismes qui permettent de transmettre. Voilà. Non, mais c'est zéro aussi en France. Quand je dis que c'est des mécanismes, il y a des possibilités d'être complètement exonéré. Mais bon, je si comprends. je peux juste répondre sur ce que vous dites sur la fiscalité, parce que monsieur a raison. Le problème de la France, en fait, c'est qu'on crée des dispositifs et ensuite on crée les moyens de les contourner et ensuite on recrée un dispositif et un moyen de le contourner et donc on a des usines à gaz. Moi, c'est Bercy, effectivement. Dans une autre vie, j'étais à Bercy. Votre ancienne maison. Voilà. Mais en fait, ce qu'il faudrait, c'est aller vers une fiscalité qui soit plus simple, plus lisible, qui tape un peu ce qui dort et qui soit plus favorable à l'esprit d'entreprise, aux gens qui bossent. Et ça, c'est vrai que ça nécessiterait... Le problème, c'est que tout ça est tellement sédimenté dans le temps que c'est difficile de faire... Enfin, je me méfie des big bang en même temps. Hein. C'est très difficile parce que dès que vous faites une réforme fiscale, moi j'avais un peu travaillé sur la suppression de la taxe d'habitation par exemple, vous faites tout de suite des gagnants et des perdants. Sauf que les gagnants, vous ne les entendez pas. En revanche, les perdants, vous les entendez. Aïe. On a entendu. Le mot de la fin peut-être, avant de conclure. Messieurs, Jérôme. Peut-être pour rebondir sur ce que vous disiez, monsieur, là, revenir sur la première carte que j'ai présentée, vous parlez de l'Italie et de la Suisse. Ces pays comme le nôtre ont été touchés, confrontés aux délocalisations, à la concurrence des pays à bas coût de main-d'œuvre. Mais pourquoi chez nous l'industrie a plus trinqué qu'ailleurs? Et je pense qu'on est en train de prendre conscience des boulets réglementaires, fiscaux que notre pays traîne et qu'on a demandé aux industriels français de courir un 100 mètres avec un boulet au pied, quoi. Et donc, il y a une bataille de l'opinion qui s'est menée, qui est en train d'être gagnée, je pense. Vous voyez qu'on n'a jamais autant reparlé de réindustrialisation, etc. Alors, c'est pas forcément les lendemains qui chantent hein, pour tout le monde, mais c'est un premier pas. Pendant très longtemps, en France, nos décideurs, publics comme privés, se sont dit, de la même manière qu'il y a eu la fin des agriculteurs, vous savez, on avait pris ça à l'école, secteur primaire, secteur secondaire. Bon, il y a la fin de l'industrie. L'industrie, c'est un peu ringard, c'est un peu désuet. La loi de l'histoire, c'est d'aller vers le tertiaire, la haute valeur ajoutée, soi-disant. Et donc, on est en train de redécouvrir tous les bienfaits de l'industrie. Et donc, on est aussi en train de prendre conscience collectivement des verrous ou des leviers à actionner pour redonner de l'oxygène à des entreprises comme les vôtres, avec, encore une fois, le Covid qui est passé par là, et qui a fait office de révélateur. Ça a été un choc, nous on l'a vu dans nos études, quand les Français ont pris conscience qu'il n'y avait plus un gramme de paracétamol qui était fabriqué sur le territoire national, qu'il y avait 5 usines en France qui étaient capables, comme ça, de fabriquer des masques. La dernière usine, c'était en Bretagne, qui fabriquait des masques FFP2. Elle avait été fermée quelques années avant, après avoir été rachetée par une entreprise américaine. On a envoyé les machines qui produisaient les masques FFP2 à la casse, et ça a été vendu au prix de la ferraille. C'était quelques années avant le déclenchement de la crise du Covid. Donc, et on le voit, nous, dans nos enquêtes, la question de la réindustrialisation du territoire est aujourd'hui une priorité. Et donc, là aussi, il y a un travail de lobbying et de conviction à faire pour faire entendre aux décideurs qu'un certain nombre de verrous doivent aujourd'hui sauter pour vous permettre de lutter à armes égales avec vos concurrents. Merci. David? Moi, si j'avais qu'un message à faire passer, et c'est un peu la synthèse de tout ce qu'on s'est dit depuis tout à l'heure, c'est que vous avez la chance d'être sur un territoire extrêmement varié. Il y a très peu de territoires en France, en fait, dans lequel il y a à la fois cette qualité touristique, cette qualité industrielle, cette qualité commerciale, cette aménité. La Corse est un département touristique, il n'y a pas un pet d'industrie. Dunkerque, dont parlait Jérôme tout à l'heure, c'est un département très industriel. Sur le plan touristique, c'est un peu plus discutable. Encore qu'avec le réchauffement climatique, je pense que dans quelques années, on aura au bord de la mer à Dunkerque, au bord de la mer du Nord, des températures comparables à celles qu'on a aujourd'hui au bord de la Méditerranée. Mais ce que je veux dire, c'est que vous avez cette variété qui permet, en fait, d'abord, qui vous assure contre les chocs, parce que ça veut dire que quand ça décroche dans un secteur, on peut créer un système d'assurance mutuelle, et ce n'est pas tout le territoire qui décroche, et ça peut se déverser d'un secteur à l'autre. Ces secteurs, en revanche, c'est un peu ce qu'on a essayé de dire, ils vont tous être exposés à des très grands risques, à des très grandes perturbations. Ça va un peu, c'est comme quand on est dans un avion, ça va un peu tanguer.
il va y avoir des turbulences. Et le meilleur moyen de répondre à ces turbulences, c'est d'anticiper, c'est de planifier et c'est de coopérer. Et voilà un peu les convictions qu'on voulait partager avec vous ce soir. Donc chasser en meute. Voilà. Merci beaucoup, David. Merci à David Diaz, merci à Jérôme Fourquet, merci à Laurent Morvan d'avoir animé aussi cette soirée. Je pense qu'on a beaucoup appris. Je pense qu'une association comme la nôtre va avoir du travail. On va apprendre à chasser en meute, à travailler en meute. Donc ça, force à nous d'être force de proposition demain sur notre association. Jean-François, un petit mot avant qu'on emmène tout le monde au cocktail. Je crois que ce qu'on a surtout retenu ce soir, c'est qu'il faut cesser d'attendre la vérité venue du ciel, mais il faut savoir se la fabriquer soi-même. C'est pour ça qu'il faut qu'il parle, c'est important. Bien, encore un grand merci à toutes et tous. Merci à nos partenaires, je les rappelle, la Conseil, Banque Populaire et Axit, qui ont fait que cette soirée a pu s'organiser. Merci aussi à l'équipe de permanents de Réseau Entreprendre, à savoir Isabelle, à savoir Domiti, Cathy et Christine. Je voudrais qu'on les applaudisse parce que c'est aussi grâce à elles qu'on peut se voir ce soir. Je vous rappelle que nous ne sommes que des bénévoles. Voilà. Et ce que je vous propose, c'est de continuer à discuter, parce que je pense que ça a amené à pas mal de réflexions, dans effectivement le grand hall qui se trouve juste à côté de la salle, autour d'un verre et bien sûr quelques petites gourmandises. Bonne soirée à tous, à toutes.